Merci d'être fidèle et ponctuel au programme d'Info TV, surtout ce rendez-vous le grand soir sur la chaîne de proximité et de vivre ensemble. Mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir. On a encore de longues minutes à passer ensemble autour des grandes questions d'actualité et la série qu'on a ouverte hier qui concerne justement les attentes après le retour du chef de l'État, celle liée à la nomination d'un vice-président de la République. C'était l'acte 1 hier. La suite, c'est ce soir avec l'acte 2. À écouter de nombreux Camerounais, il semble conditionner l'avenir, le bel avenir du Cameroun par la nomination d'un vice-président de la République, présenté même comme un messie, celui qui va soigner les maux que le Cameroun connaît en ce moment. Faut-il s'accrocher à cette éventualité, à ce souhait, à cette volonté des Camerounais de voir nommer un vice-président pour traiter des problèmes qui sont compliqués? Faut-il considérer justement que ceux qui le disent ont conclu à l'échec de ceux qui sont à la tête des affaires aujourd'hui et qui semblent ne pas être capables de régler les problèmes du Cameroun au point où il faut aller chercher cet oiseau rare? On en parle avec nos invités ce soir qui sont déjà installés. Avec eux, justement, on va voir si ce vice-président de la République pourrait être considéré comme un véritable messie pour notre pays. Accueillons Michel Gabriel Chougen, il est syndicaliste, un habitué de ces plateaux. Bonsoir Michel. Bonsoir Jean-Jean, merci pour l'invitation. Je voudrais également, n'est-ce pas, exprimer toute ma fierté d'être ici ce soir. Et je salue, n'est-ce pas, tous mes collègues qui nous écoutent à travers le pays et même à l'extérieur. Je salue, n'est-ce pas, tous les collègues syndicalistes ou les collègues enseignants? Les deux. Ah d'accord. Les deux, oui. N'est-ce pas, je sais que, n'est-ce pas, c'est du choc des contraires que j'ai eu l'étincelle et absolument. Oui, très bien. Nous allons, n'est-ce pas, nous y mettre pour essayer d'éclairer, n'est-ce pas, dans l'antenne de l'opinion nationale. Nous sommes le 25 août. Les inscriptions sur les listes électorales s'achèvent dans quelques jours, le 31 août. Est-ce qu'on a eu l'impression que, relativement aux échéances qui arrivent, les Camerounais se mobilisent suffisamment? Pas tellement, pas tellement. Il y a quand même eu une mobilisation, mais elle est assez timide, n'est-ce pas? Nous savons les causes, c'est que les Camerounais, n'est-ce pas, sont fatigués de voter massivement et de voir que, généralement, leur vote ne compte pas. Les résultats ne sont pas toujours ce qu'ils attendent. Du fait que, n'est-ce pas, les institutions chargées, n'est-ce pas, pour gérer ces élections, et les CAM, ou encore le Conseil constitutionnel, généralement, sont constitués essentiellement des Camerounais qui viennent, pour la plupart, du même parti politique. Ce qui, n'est-ce pas, semble fausser les jeux démocratiques. Voilà dans l'une des raisons. Est-ce que ce n'est pas le discours qui est le plus dangereux, justement, en matière de mobilisation souhaitée? C'est des élections locales. Les partis d'opposition les gagnent. Il y a beaucoup. Ce discours serait dangereux, comme vous le dites, s'il était faux. Mais c'est la réalité, c'est palpable, c'est visible, c'est tangible. Comment ils font donc pour gagner si tout est faussé d'avance? Mais écoutez, lorsque je suis de l'avis de ceux qui disent que, n'est-ce pas, il faut revoir le code électoral. Oui, le code électoral, à l'heure qu'il est taillé à peu près à la mesure du RDPC. Il ne faut pas être forcément démocrate pour le dire. C'est visible. Lorsque la plupart, n'est-ce pas, des tests, la plupart des articles, n'est-ce pas, ne font pas le consensus. Vous voyez, il y a tellement des éléments là-dessus qu'il faut juste changer afin que tous les partis politiques aillent au même pied d'égalité pour la victoire de la démocratie et non de quelques partis politiques que ce soit. Alors, on sait que les élections auront lieu dans quelques semaines, quelques mois, avec ce code électoral. Est-ce que en matière électorale, ce n'est pas la participation massive qui fait la différence? Les élections locales, tout se passe sur place. Il n'y a pas le Conseil constitutionnel dedans. Ça se passe là, sous vos yeux. Vous votez, on dépouille, on sait qui a gagné. Mais il n'y a pas le Conseil constitutionnel, mais c'est ce Conseil constitutionnel qui proclame les élections. Non, pas les élections municipales. Pas les municipales. Ce qui est sûr, c'est que le Conseil constitutionnel et les CAM, n'est-ce pas, c'est, n'est-ce pas, des entités. Comment les gens font pour gagner? Comment on fait pour gagner dans le Noun? Comment on fait pour gagner dans le Nord? Comment on fait pour gagner dans le centre? Le Nyong-Ekele, tout ce qu'on a vu lors des dernières élections, comment on fait pour gagner? Comment on fait pour gagner? Il faut mobiliser les populations. Mais ça dit que mon avis, c'est que, n'est-ce pas, le plus souvent, le RDPC a généralement gagné les élections au Cameroun. Mais le plus souvent, la victoire n'a pas été limpide. La victoire a toujours été, n'est-ce pas, entachée des fraudes. Je dis bien des fraudes qui sont... Moi, je ne suis pas du RDPC, je ne suis pas du SDF, je ne suis pas de MRC, je ne suis pas... Je suis un observateur politique averti. Oui, je suis neutre là-dedans. Mais je dis que, tel que les élections sont organisées au Cameroun depuis belle lurette, n'est-ce pas, ce n'est pas clair. D'accord. Ce n'est pas crédible. Il doit avoir un maire en ce moment, lorsqu'il vous écoute, il secoue un peu la tête. Hein. Le maire de Garoua-Boulaye, il doit se dire que ce monsieur, peut-être qu'il ne connaît pas les réalités du terrain. Le secret du vote, c'est quoi? Il faut communiquer sur comment on fait pour gagner en commençant par les inscriptions. On n'a plus que quelques jours et ce sera la clôture.
il faut veiller à ce que tout le monde soit inscrit pour s'assurer d'une bonne participation à cette élection. Ça s'arrête le 31 et si on convoque le corps électoral, il n'y a plus une autre session d'inscription qui va s'ouvrir avant les prochaines élections si on s'en tient à tous les calculs électoraux qui sont faits par les uns et les autres. Paul Stéphane, bonsoir. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à tes invités, bonsoir aux téléspectateurs et même aux internautes d'Info TV. C'est toujours un plaisir et en même temps un privilège d'être là. C'est un plaisir. Vous avez eu le plaisir, je ne sais pas si c'est un privilège, d'écrire au Conseil constitutionnel. Et on a dit, Paul Stéphane, lui, meurt quoi là-dedans? Vous écrivez pourquoi au Conseil constitutionnel? J'écris déjà d'abord parce que je suis un citoyen, parce qu'il faut préciser que je n'ai pas saisi le Conseil constitutionnel. Il faut bien lire ma correspondance. J'ai demandé un avis constitutionnel au président du Conseil constitutionnel sur des questions que je ne comprends pas. Parce que la modification de la Constitution du Cameroun a entraîné la modification de la loi de 2004 portant fonctionnement et organisation du Conseil constitutionnel. Et dans la modification de la Constitution, on donne la possibilité au président de la République de pouvoir nommer le vice-président de la République. Ça veut dire qu'il peut décider, oui, il peut décider de nommer, comme il peut décider de ne pas nommer. Voilà. Et dans la même Constitution, on vous dit que si le vice-président n'est pas nommé, le président du Sénat assure l'intérim. Ça veut dire qu'on revient à l'ancienne formule. Mais le problème ne se pose pas dans la Constitution. Le problème se pose justement dans la loi du Conseil constitutionnel qui a été modifiée. Parce que quand vous prenez, parce que j'ai la loi ici, quand vous prenez l'article 38 nouveau, on vous dit que en cas de démission, le président de la République adresse sa lettre de démission au président du Conseil constitutionnel et au vice-président de la République. Ça veut dire que si le président veut démissionner actuellement, il doit adresser simultanément sa démission au président du Conseil constitutionnel et au vice-président de la République. Ça veut dire que s'il adresse seulement au président du Conseil constitutionnel, ce n'est plus la procédure. On est en droit, je suis désolé. Ça veut dire qu'en l'état actuel des choses, puisque le vice-président n'est pas nommé, si le président veut démissionner, quelle est la procédure à tenir? C'est la première question que j'ai posée au Conseil constitutionnel. Et la deuxième question vient justement dans ce qu'on appelle l'empêchement définitif. Parce que si la Constitution, dans son article 6 alinéa 5, a prévu qu'on peut avoir le décès, on peut avoir la démission, on peut avoir l'empêchement définitif, ça veut dire qu'on peut avoir l'empêchement définitif au Cameroun. Parce que c'est quoi l'empêchement définitif? Les gens confondent l'empêchement définitif avec la mort. C'est différent. C'est pour ça que la Constitution a pris la peine de séparer. En droit, les mots ont un sens. Oui. L'empêchement définitif signifie que le président est vivant, mais il n'a plus les capacités d'exercer ses fonctions. Oui. Et l'incapacité là peut être mentale ou physique. Et l'alinéa 2 de l'article 38 vous dit donc que, conformément aux dispositions de l'article 5, de l'article 6, alinéa 5 de la Constitution, le Conseil constitutionnel constate l'empêchement définitif du président de la République. Et l'article 3, c'est là où il y a justement le problème, vous dit que le Conseil constitutionnel est saisi à cet effet par le vice-président de la République. Ça veut dire que quand il faut donc constater l'empêchement définitif, le Conseil constitutionnel est saisi par le vice-président de la République. J'ai donc demandé au Conseil constitutionnel que, comme c'est le cas aujourd'hui, puisque le vice-président n'est pas pourvu, s'il y avait un cas d'empêchement définitif, on fait comment? Voilà les deux questions que moi j'ai posées au Conseil constitutionnel, tout en espérant modestement qu'ils vont nous apporter un avis constitutionnel qui va justement permettre d'éclairer également les Camerounais, parce que plusieurs Camerounais se posent les mêmes questions que je me pose. Et vous vous rendez donc compte que, en cas d'empêchement définitif, on ne peut même pas rentrer dans l'intérim où le vice-président assure l'intérim. Parce que pour assurer l'intérim, il faut d'abord qu'on constate la vacance. Il faut d'abord que le vice-président saisisse. Parce que tout commence par la saisine. Si on ne peut pas saisir, on ne peut pas constater. Parce que quand vous convoquez également l'article 12 de cette loi, l'article 12 fait du Conseil constitutionnel un juge saisi et non auto-saisi. Ça veut dire que quand il y a une affaire, tant que vous ne saisissez pas le Conseil constitutionnel, il ne statue pas. Il ne réagit pas. Oui. Ça pose un problème. Justement, c'est un juge saisi, ce n'est pas un juge auto-saisi. Article 12
de la loi du Conseil constitutionnel. Ça veut dire que même s'il y a un empêchement définitif, tant que le Conseil constitutionnel n'est pas saisi, il ne statue pas. Et la seule personne qui peut statuer, qui peut saisir quand il y a un empêchement définitif, c'est le vice-président. Donc vous comprenez... Alors, la question qu'on posait hier, c'est pourquoi donner autant de responsabilités à une personnalité ou à un responsable qui peut ou qui peut ne pas être nommé, comme le sénateur Zengele disait, quelqu'un qui est corvéable alors qu'il porte une charge constitutionnelle aussi importante. Non, le véritable problème, c'est qu'il n'avait pas prévu que le président mettrait si long au pouvoir. Non, pour nommer le vice-président. Parce qu'en fait, l'incohérence apparaît parce que le vice-président n'est pas encore nommé. Si le vice-président avait été nommé le lendemain, l'incohérence juridique n'apparaîtrait pas aussi facilement. Il n'y aurait pas de vide juridique. Justement. Mais puisque le vice-président n'est pas encore nommé, ça ressort dans les lacunes ou les insuffisances des lois qui ont été modifiées. Et moi, je sors simplement en disant que les lois ne sont pas des tentes dressées pour le sommeil. Quand on crée les lois, on les modifie, on les adapte. Il faudrait simplement qu'on accepte qu'il y a une insuffisance au niveau de la loi et qu'on la corrige. En disant par exemple également, comme la Constitution a prévu que si on n'a pas nommé le vice-président, le président du Sénat peut assurer l'intérim. En disant simplement que si le président n'a pas encore nommé de vice-président, par exemple, le président de l'Assemblée nationale peut saisir le Conseil constitutionnel pour constater l'empêchement de l'Assemblée nationale. Parce qu'il serait incongru que le président du Sénat qui a assuré l'intérim saisisse encore le Conseil constitutionnel. J'ajoute à la suite de mon frère que la Constitution dispose ou elle consacre. Donc ça veut dire que ce qui se passe au Cameroun, vraiment, ça laisse à désirer, vraiment, ça fait pitié. Professeur Edmond Bilois, bonsoir, merci d'être là ce soir. Bonsoir Jean-Jacques Zé. Bonsoir à mes copanélistes. Bonsoir, professeur. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Info TV. Ça ne s'arrête pas dans l'ORDPC, la campagne d'inscription sur les listes électorales. Ça se refait là dans quelques jours. Non, ça continue non-stop jusque dans... On a encore 9 jours, je crois. Non, c'est jusqu'au 31. On est le 25 aujourd'hui. Oui. C'est le fameux 31. Donc, moins d'une semaine. 6 jours en fait. 6 jours, oui. Donc, les gens doivent travailler non-stop jusqu'au 31. D'accord. Et c'est une mobilisation permanente de ce côté-là. Vous avez entendu Michel Gabriel qui reste suspicieux, qui pense que le code électoral est fait aux mesures du RDPC. Vous en profitez. Bon, le code électoral est dynamique comme toutes les lois de la République. Tôt ou tard, il sera amendé ou modifié. Il le sera quand, professeur? Ben, moi, je ne peux pas le savoir. Ça dépend de ceux qui sont au Parlement, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale et au Sénat. Ça dépend aussi de celui qui est président de la République. Ce sont là les instances par lesquelles on passe pour modifier un texte aussi important que... le code électoral. Vous êtes d'accord qu'il faut quand même revoir un peu ce code électoral-là? Non. Non, mais toutes les lois étant les productions de la société étant elle-même dynamique. D'accord. Il va sans dire que les lois seront modifiées tôt ou tard. Merci pour l'objectivité du professeur. Merci, professeur, d'être là. Mais c'est évident. Daniel Nadjiber, c'est comme ça qu'on lit ça? Exactement. Nadjiber. Nadjiber Daniel, oui. Ouais, vous êtes membre du comité central de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, l'UNDP. Merci d'être là. Merci et également mes salutations à mes co-panélistes, ainsi qu'aux nombreux téléspectateurs de Info TV qui nous suivent depuis Touboro, Tcholire, Ngaondere, Reibuba, Bagno, Bamenda, Boya, Bafoussam, un peu partout à travers le pays. Et j'invite également tous les camarades à continuer à travailler pour que les Camerounais s'inscrivent le plus possible sur les listes électorales. Parce que tout à l'heure, vous parlez du code électoral. Et le professeur disait que ça dépend des députés, ça dépend du président de la République. Il a bien fait de le mentionner. Et je pense que les élections locales qui arrivent permettront, n'est-ce pas, à l'opposition camerounaise d'avoir la majorité au Parlement et dans les communes. Et en ce moment-là, on pourra donc changer le code électoral. Je suis confiant. Ouais. Allez, on salue tous nos amis du côté de Touboro. Monsieur le maire, il se porte bien? Le maire se porte très bien. Il est en ce moment à Yaoundé. Donc, peut-être que d'ici demain, on va sans doute
se voir ensemble. D'accord. Voilà. C'est monsieur le maire de Touboro et toutes les populations. Je connais le commandant du peloton routier là-bas également, qu'on salue. Et puis la presse camerounaise qui est en deuil avec la disparition de la journaliste Ariel Olivia Mboué, qui nous a quittés ce mardi matin à 10 h à l'âge de 44 ans. On aura son image tout à l'heure, après avoir courageusement combattu la maladie. Morte à la fleur de l'âge. Ouais, 44 ans. Célestin, je crois qu'il y a son image qu'on aura certainement à l'antenne tout à l'heure, peut-être après la revue de presse, parce qu'on rendra hommage également à Nani Ravi Bidi. Voilà, nous avons l'image de notre consoeur qui est partie, Ariel Olivia Mboué, décédée ce matin à l'âge de 44 ans. Et elle a courageusement combattu la maladie, mais le sort en a décidé autrement. Figure de la CRTV, elle a exercé à la radio, à la télévision, ainsi que dans plusieurs stations régionales, notamment la station régionale du centre, celle du sud à Bolova et la station régionale du nord à Garoua. Elle laisse derrière elle un vide professionnel et familial. Que la terre, nos ancêtres, lui soit légère. Toutes nos condoléances à la famille nucléaire, à la famille professionnelle, la famille nucléaire qui est très concernée, notamment le PDG du groupe la météo, Dieudonné Bala et tous les autres qui sont concernés par cette triste disparition. Viviane, bonsoir. Bonsoir, bonsoir Jean-Jacques, merci, bonsoir. Vous m'accueillez à un moment triste sur votre plateau. Nos sincères condoléances. On s'associe, je m'associe à vous justement pour adresser les sincères condoléances à monsieur le PDG qui... c'est sa nièce. Oui, elle était d'une Kiltam comme le PDG. Et je pense que c'est la maman d'une de nos stagiaires ici à Info Télévision, la petite Stécie Madiama, à qui on va également adresser nos sincères condoléances. Et bonsoir à votre panel. Merci de m'accueillir encore ce soir. Allez, on souffle un peu, on respire, parce qu'on va faire le marathon des kiosques maintenant. Il faut beaucoup d'énergie, beaucoup de concentration. Et le sourire également, parce que vous avez habitué nos téléspectateurs à ce merveilleux sourire. La bonne information, bien servie par un magnifique sourire. Allons à kiosque, on commence par quoi? J'ai pensé qu'on allait souffler un peu. Non, on a déjà soufflé. Ah, on a déjà soufflé. Mais Jean-Jacques m'avait bien nu là. On va commencer naturellement par Info Matin. Info Matin a toujours été le journal prioritaire parce que c'est un journal maison, journal de Dieudonné Mveng qui, ce soir justement, nous parle de Happy End et titre c'est l'heure du Happy End entre le gouvernement et les syndicats du transport routier. Réunis en urgence ce dimanche à Yaoundé, les différentes parties ont arrêté une quinzaine de résolutions. Conséquence, le mot d'ordre de grève annoncé pour le 24 août a été levé. Et c'est la même actualité que nous retrouvons en bonne place dans la riposte. Le gouvernement et les syndicats ont trouvé un terrain d'entente. Parmi les mesures retenues, la suspension de la licence S6, la clarification des contrôles routiers et la levée des pesées mobiles. Le préavis de grève a donc été désamorcé. Le quotidien parle, lui, d'apaisement. Ce soir, après plusieurs heures de concertation, 13 résolutions ont été arrêtées autour notamment des contrôles routiers, du paysage, de la licence 5G, des conditions de travail des chauffeurs et de l'état des infrastructures. Les transporteurs ont en conséquence levé leur mot d'ordre de grève. Mais la nouvelle expression adopte un ton beaucoup plus critique ce soir pour le journal. Le préavis de grève serait devenu un véritable fonds de commerce. Le quotidien, une histoire voit dans cette nouvelle crise désamorcée une méthode désormais bien rodée, une menace de grève, une concertation et finalement une levée du mouvement. On va rester dans le secteur des transports avec le journal bleu d'Aman Mana qui s'intéresse ce soir à la récurrence des accidents de la circulation. Pour l'expert en sécurité routière Isidore Kai Fekou, les caméras embarquées ne sont désormais plus une option, mais pourraient constituer un outil important de prévention et de contrôle. Et justement, les accidents de la route sont également au cœur de l'analyse du journal Émergence, ce qui est le prochain. Le journal s'interroge ce soir sur la persistance des drames, notamment après les hécatombes de Nomalé et de Sikoum. Une question justement et questionne l'efficacité des mesures de sécurité routière.
Et du côté de Cameroun Tribune avec Marie-Claire Nana, focus sur les mototaxis. Le quotidien s'intéresse à la solidarité très forte qui unit ces transporteurs, parfois jusqu'à l'excès. Une enquête consacrée à un phénomène qui serait à l'origine de plusieurs agressions contre d'autres usagers de la route. Et changement de registre avec mutation de Georges-Alain Boyomo. Le journal donne la parole à l'ancien ministre de la Santé publique André Mama Fouda. C'est dans un entretien autour justement de son livre Le passé méconnu. Entre deux mondes, l'ancien membre du gouvernement évoque notamment un souvenir familial. Mon père était un chauffeur. Vous pouvez lire en même temps que moi à travers votre petit écran. Et direction du Sahel, l'actualité sécuritaire reprend ses droits dans le Mayo Sawa. 2 personnes ont perdu la vie lors de 2 incursions attribuées à Boko Haram une fois de plus. Plus de détails à retrouver dans ce journal. Une tragédie d'un autre genre. On fait également la une du journal L'étudiant justement qui nous déporte à Garoua et nous dit qu'une jeune fille de 17 ans, Samira Ismaël, s'est donné la mort au lendemain de la publication des résultats du DCE après avoir échoué à l'Ordinary Level. Un drame qui relance une fois encore la question de la pression liée aux résultats scolaires. Et sur le terrain économique maintenant, le point s'intéresse à la gestion de la trésorerie de l'État. Le journal décrit une situation financière sous tension et pointe plusieurs facteurs: faible mobilisation des recettes, manque de transparence, indiscipline budgétaire et difficultés justement dans la gestion des ressources humaines. Et le Levant de Jean-Jacques Zeu se projette pour sa part sur les priorités du Cameroun. Dans une lettre ouverte, Raymond Chiazok, justement, président national du RDI, propose 10 chantiers prioritaires au président Paul Biya. Parmi les difficultés évoquées, la vie chère, le chômage et plusieurs dysfonctionnements auxquels il appelle à apporter des réponses. Et pour terminer cette revue de la presse, place au Popoli, le journal satirique qui, avec sa touche, s'interroge en une sur la SNH avec cette question: dossier prioritaire, une interrogation volontaire et énigmatique qui laisse le lecteur découvrir le contenu du dossier. Et voilà pour l'essentiel de la revue de la presse de ce soir. Merci encore de m'avoir écouté et merci à vous, très chers panélistes, très chers présentateurs Jean-Jacques Zeu. Merci Viviane Andrea. Assez triste, hein, une élève qui se donne la mort parce qu'elle a Oui, ça fait mal. son 17 examen. ans seulement. 17 Toute ans seulement. petite, à 17 ans, on peut encore échouer même 3 fois. C'est vrai. Jusqu'à 20 ans, on peut encore se rattraper. Oui, Je pense c'est des que pressions. c'est beaucoup de Beaucoup de pression pression. de la part de la famille, de la société, des copines. Parfois, tout le monde a réussi autour de soi. Parfois, on a promis de ne plus donner ceci, cela, de t'envoyer dans une école que tu ne veux pas. Et puis, tu te dis, il faut à tout prix que je réussisse. Du coup, quand ce n'est pas le cas, ça fait mal. Je crois que les parents devraient quand même un peu doser un tout petit peu. Hein. Voilà, on menace, mais on rassure aussi l'enfant. L'échec, ça fait partie de la vie. On a échoué, on n'est pas mort. Il y en a même qui ont échoué à l'école mais qui ont réussi ailleurs. Donc, il faudrait quand même qu'on essaye de bien conseiller les enfants, surtout les filles, parce que nous sommes fragiles. Merci à beaucoup d'enseignants sur le plateau. Ils vont réagir très rapidement sur ce titre-là de cet élève qui s'est donné la mort. Chaque année, il y a au moins 1 ou 2 cas qu'on enregistre comme ça à cause de ces nombreuses pressions dues à l'échec. Ça doit se préparer pendant l'année scolaire. Pendant la période des examens, on doit déjà entretenir l'enfant. Je ne vais pas prendre la place des enseignants, mais merci Viviane. Je vous en prie, Jean-Jacques. Ouais, elle a été un peu envahie par l'émotion. Les femmes sont fragiles. Alors l'enseignant, Michel Chouza. Vous savez, j'aime l'adage qui dit échouer, c'est refuser de réessayer. Ouais. Oui, c'est facile de comprendre ça. Échouer, c'est refuser de réessayer. Mais je ne vois pas. Il n'y a même pas, n'est-ce pas, de bonheur, il n'y a même pas de grâce, il n'y a même pas d'expérience à tirer, n'est-ce pas, dans le parcours d'un élève qui est parti du primaire, du secondaire, du supérieur, sans jamais échouer. Ouais. Ça existe. Ça existe. Oui, mais il n'y a pas, n'est-ce pas, d'expérience là-dedans, dans cette façon de procéder. Aller du primaire, du secondaire, du supérieur, sans jamais échouer. Vous voyez? Donc, en échouant, on acquiert de l'expérience, pour le commencer. Donc, Il y a une force qu'on acquiert également, une volonté multipliée par 2. voilà! Normalement. Voilà, donc c'est vraiment aberrant de voir nos enfants qui se donnent la mort parce que l'examen n'a pas été positif. Est-ce Bon, que c'est la faute de cet enfant? bon, Est-ce que ce n'est pas l'encadrement qui a... oui, qui a fauté? il y a l'encadrement parental qui a fait défaut quelque part.
il y a l'encadrement parental et peut-être même l'encadrement au niveau, n'est-ce pas, au niveau scolaire, au niveau de ses enseignants, de ses professeurs. Oui, il y a tout cela. Mais il ne faut pas dédouaner, n'est-ce pas, le tort à l'enfant même qui se donne la mort. Et sur un plan purement spirituel, c'est une faute lourde. Hein. C'est même aussi elle ne sera pas pardonnée. Le suicide. Oui, le suicide. Oui, oui, c'est dangereux. Que ceux qui nous écoutent, n'est-ce pas, prennent note. Je parle, n'est-ce pas, je suis... Quand vous vous donnez la mort, n'est-ce pas, auprès du Seigneur, mais vous allez... Elle n'a que 17 ans. Vraiment Monsieur le recteur, se donner la mort parce qu'on a échoué, qu'est-ce qui n'a pas marché? Il y a certainement beaucoup de facteurs, au premier rang desquels il y a le facteur familial. Oui. Parce qu'il ne faut pas que les parents fassent croire à l'enfant que un échec, c'est la fin de la vie. Ou qu'il faut passer à tout prix. Un échec, ce n'est qu'une étape dans la vie, n'est-ce pas? On peut faire face à l'échec maintenant et réussir tout au long de sa vie. Ah oui. Voilà, donc il faut encourager les enfants à travailler. Tous les majors ne sont pas Oui, aujourd'hui. et il faut toujours leur dire que même si tu ne réussis pas cette fois-ci, la prochaine fois tu le feras. Voilà. La prochaine fois tu le feras. Parce qu'il ne faut pas faire croire à l'enfant qu'il doit réussir à tout prix. Non. Et à tous les prix. Non, ce n'est pas bien. Ce n'est pas C'est bien. même anti-pédagogique. D'ailleurs, l'expérience a montré que les enfants qui n'ont jamais connu d'échec rencontrent beaucoup de difficultés dans la vie. Hein, parce que l'échec vous enseigne beaucoup de choses sur la vie. N'est-ce pas? L'échec vous enseigne que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, n'est-ce pas? Donc vous devez vous remettre en question tout le temps. Voilà. Alors, docteur, l'échec. Moi, je vais simplement dire que parfois aussi, c'est nous qui amenons les enfants à poser les actes qu'ils ne devraient pas poser. Les parents? Oui, les parents. Ok. Il y a des parents qui vous disent que comme si tu tentes d'échouer, ne rentre même pas ici à la rentre maison. plus, oui. Je vais te tuer. Moi, j'ai suivi Carrément. des parents qui disent ça aux enfants. Que si tu as échoué, ne reviens pas à la maison parce que je vais te tuer. Et comme le professeur l'a dit, l'échec même est une leçon. Moi, j'ai redoublé le cours élémentaire 1. Ma petite soeur m'a rattrapé au cours élémentaire première année. Et ce qui était curieux, c'est qu'elle te rattrape et elle sort encore devant toi. Ça veut dire que tu redoubles même, mais elle est toujours devant toi. Ça veut dire que je suis un produit de l'échec. Après, j'ai encore repris la troisième. C'est pour dire aux gens que ce n'est pas parce qu'on a échoué aujourd'hui qu'on ne peut pas être quelqu'un demain. Non. Ça veut dire qu'il faut justement amener les gens à comprendre que le succès, l'échec fait même partie du succès. Parce qu'en fait, le succès dans la vie, c'est la somme de vos échecs. Et généralement, ce n'est pas parce que, j'ai envie de dire quoi, vous avez eu un parcours scolaire sans faute, que ça veut dire également que vous allez rapidement réussir dans la vie. Donc moi, je pense que les parents ont un grand rôle à jouer dans ce que nous observons à propos des suicides post-résultats. Ils doivent amener les enfants à comprendre que c'est vrai, on voudrait que tu réussisses, mais si tu échoues, ce n'est pas la fin du monde. Parce que la vie ne se limite même pas seulement à l'école. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas faire l'école, mais la vie ne se limite pas seulement à l'école. Il y a des enfants qui ont d'autres talents qui n'ont rien à voir avec l'école. Donc moi, je pense que les parents et les enseignants également doivent encadrer les enfants pour que de moins en moins on ait ces situations, parce que j'ai quand même remarqué que chaque année maintenant, on a des gens qui se suicident quand les résultats sont proclamés. Daniel, face à cette situation, le problème se situe à quel niveau? Bon, comme mes copanélistes l'ont dit, il y a l'encadrement au niveau familial et au niveau aussi De l'école. de l'école. Chez les Mboum, on dit on ne tue pas un serpent avec un seul coup de bâton. Ouais. C'est pour apprendre à l'enfant à échouer, à réessayer encore et encore. C'est ça. Et l'enfant qui grandit en sachant qu'on ne tue pas un serpent avec un coup de bâton, sait également que la réussite, ce n'est pas seulement avec un seul essai. Que l'échec, c'est normal. Mais maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que si j'ai trébuché quelque part, j'ai échoué, Il faut tirer les leçons. il faut tirer les leçons de là et avancer. C'est ça. Lorsque nous voyons aujourd'hui, nous avons l'électricité, nous sommes contents, on peut s'éclairer. Ouais. Thomas Edison, il a échoué plus de 10 fois quand il cherchait la formule.
comment créer l'ampoule. Jacques Chirac, le président français, il a été 4 fois candidat. C'est pour la 5e fois qu'il réussit finalement à devenir président de la France. C'est pour dire que l'échec n'est pas, c'est pas un drame, c'est pas une fin. C'est une fatalité. C'est pas une fatalité. C'est une étape. Et il faut seulement savoir tirer les leçons de l'étape pour pouvoir avancer. C'est ça. D'accord, c'est bien triste et dommage qu'on puisse encore enregistrer ce genre de situation où un enfant décède parce qu'il a échoué. Il faut encadrer les enfants dès le premier jour de la rentrée. À l'approche des examens, c'est encore important. Préparer psychologiquement l'enfant. Réussir, c'est l'idéal. Mais quand on n'a pas réussi, on se remet au travail. Le plus important, ce n'est pas d'être tombé, mais la capacité à pouvoir se relever. Et il ne faut pas tuer cette capacité qu'ont les enfants à pouvoir se relever. On n'a que 17 ans. On n'a que 17 ans et on fait le DCI. Ça veut dire qu'on est même à l'heure là. On n'a rien perdu. On n'a rien perdu. On n'a pas à regretter. Il faut se concentrer. Il faut surtout protéger nos enfants. Messieurs, on va attaquer notre thématique. Je vais commencer par Daniel. Le président est de retour. Et on entend dans l'opinion, il faut nommer le vice-président. Est-ce qu'il faut conditionner le président de la République à la nomination des vice-présidents? Bon, vous savez, l'attente des Camerounais dure depuis le mois d'avril, lorsque le président a promulgué la loi autorisant, n'est-ce pas, la création d'un poste de vice-président. Les Camerounais se sont dit, ouf, enfin, nous allons finir avec la gouvernance par procuration. Parce que les Camerounais sont fatigués par la gouvernance par procuration. Les hautes instructions. Les hautes instructions. Okay. Et donc, ils se disent que voilà, le président de la République a déjà les cartes en main et il peut enfin nous offrir une béquille. Une béquille, si vous voulez. Nommer un vice-président qui va gérer les affaires courantes. Les affaires courantes. Il va gérer peut-être les tâches confiées par le président de la République. Cette fois-ci, on saura que c'est le vice-président qui a pris telle ou telle décision. Il y aura une responsabilité claire. Mais malheureusement, depuis avril jusqu'à aujourd'hui, ça fait bientôt 4 mois, les Camerounais attendent et attendent toujours. Nous sommes contents parce que le président de la République est revenu. Et c'est pour cela que, après la joie, on attend du président de la République. On soulève la page des exigences. Voilà, on soulève la page des exigences. Mais donner l'impression que sans vice-président, le Cameroun va aller de mal en pis. Est-ce que c'est une bonne lecture? En fait, c'est parce qu'il y a eu une démotivation. Aujourd'hui, avec le gouvernement qui est là depuis 2019, le poste de vice-président créé qui n'a pas eu lieu, la promesse du renouvellement du gouvernement par le président de la République en personne, lorsqu'il s'adressait à la nation au mois de décembre, puis il l'a renouvelé au mois de février, a fait en sorte que même le gouvernement actuel est fatigué. Lorsque vous allez dans les ministères, vous ressentez la pesanteur. Les Camerounais sont fatigués, ils sont démotivés. Et donc, l'arrivée d'un vice-président et d'un nouveau gouvernement va booster les Camerounais. Et je peux vous dire que cette fatigue-là, ça se voit même dans les marchés. Hein. Le Cameroun ne tourne pas. Et ça, c'est très grave. Nous sommes déjà au mois d'août et c'est comme si l'année 2026 n'a pas commencé au Cameroun. C'est pour cela que tout l'espoir des Camerounais repose sur l'arrivée d'un vice-président et d'un nouveau gouvernement. C'est un aveu d'échec par rapport à ceux qui sont là. Oui, en fait, ceux qui sont là, on peut même les renouveler. Parce que le renouvellement de la confiance permet de se dire que, ok, j'ai encore, donc il faut que je bouge. Mais maintenant là, chacun se dit, n'importe quand, on peut me remercier.
Et ça crée Et l'immobilisme. ça crée l'immobilisme. C'est ça qui fait que la lassitude, c'est ça qui fait que les gens sont fatigués. D'accord. Donc, pour éviter cela, soit on dit, OK, nous reconduisons encore le gouvernement de John Gouttier avec tous ses ministres, et puis voici un vice-président travailler. Il donne une feuille de route claire au gouvernement, et les gens vont commencer à travailler pour assurer le bien-être des Camerounais. Aujourd'hui, lorsque vous regardez, vous quittez de Yaoundé pour arriver à Ngaoundé ou arriver à Garoua, n'essayez pas d'aller avec votre voiture, hein, parce que vous allez abandonner la voiture en route, parce que l'état de route, ça ne tient pas. C'est pour cela d'ailleurs que je pense parmi les griefs des syndicats des transporteurs, c'est l'état de la route. Or, à la situation actuelle, on ne sait pas qui fait quoi. Pourtant, il y a des ministres en poste. Il y a un ministre Non, ils sont en poste. qui travaille. Ils Qui sont travaillent. censés être en train de travailler. Mais nous ne voyons Pourquoi pas le le projet résultat. qui fait quoi, alors qu'il y a des gens qui sont Nous ne là. voyons pas le résultat, c'est ça le problème. D'accord. Alors, Michel Choutem, lorsqu'on écoute justement Daniel, on a l'impression que c'est le Messie qui va arriver, le vice-président, celui qui va tout régler. Apparemment, oui. Puisque le président de la République actuelle, notre papa, le patriarche Paul Biya, n'est-ce pas, qu'on le veuille ou pas, il est fatigué. N'est-ce pas, l'usure, n'est-ce pas, du pouvoir et même de l'âge. Il a déjà, n'est-ce pas, il est amorti sur le plan physique même. Ça, c'est évident, lorsqu'on a déjà plus de 80 ans, 90 ans, 93 ans. Ça, c'est rien à faire. Alors, le vice-président est attendu comme un messie pour sauver le Cameroun de l'autodestruction. Je vais commencer par la guerre du Nozo. Je voudrais rappeler que le Cameroun a déjà perdu plus de 280 milliards de francs CFA liés à la guerre au nord-ouest ou au sud-ouest. C'est beaucoup d'argent. Alors, il y a également, n'est-ce pas, ce sempiternel problème des enseignants qui dure depuis 20 ans, depuis même 40 ans déjà, la signature du statut particulier des Et enseignants. le vice-président vient avec la solution. Il va, bien sûr. La tenue, n'est-ce pas, du Forum national de l'éducation qui tarde déjà depuis 30 ans. Vous voyez? Et sans compter que les enseignants ont encore, n'est-ce pas, la dette totale n'est pas encore épongée complètement. Vous voyez? Il y a ces problèmes-là. Il n'y a pas que les enseignants. Mon frère, tout à l'heure, a Ça parlé veut dire que vous déclarez que ceux qui sont là aux affaires sont incapables de régler ce problème. L'échec est visible! L'échec est palpable depuis des minutes! Le vice-président ne fera que ce que le président lui demandera de faire. Ah, mais C'est attention. lui qui lui attribue les missions. Monsieur Jean-Jacques Zé travaille à la CIA-TV, n'est-ce pas? Mais certes, Monsieur Jean-Jacques Zé fait le devoir de son patron, qui est Monsieur Mveng. Mais il le offre quand même. Monsieur, il a dit qu'il a une innovation. Il l'amplifie. Il n'est pas, n'est-ce pas, un périmètre. Il n'y a pas... Qu'est-ce que vous parlez de... Non! Nous voulons un vice-président, n'est-ce pas, capable d'innover, capable, n'est-ce pas, d'aller même au-delà de ce que son patron de l'État lui dira. Voilà pourquoi il faut... On peut l'enlever hein, s'il commence à aller au-delà. C'est prévu dans la loi. Bon, dans ce... aujourd'hui, il a enlevé... On peut l'enlever. Dans ce cas, donc, il vient faire son show. le pays va donc continuer à s'enfoncer. Et puis, rien ne va changer finalement. Rien ne va changer. Voilà donc pourquoi il nous faut, n'est-ce pas, un vice-président capable. Un homme, n'est-ce pas, qui est fédérateur. Un homme qui est bilingue, n'est-ce pas, qui a une renommée nationale et internationale. Ça, c'est votre portrait. C'est ça. Est-ce que c'est celui du C'est président le de la République portrait qui doit qu'il faut. le nommer parce qu'on ne va pas les lire. Vous voyez? vice-président. Donc, il y a également, n'est-ce pas, cette gabégie dans la gestion des ressources olifères du Cameroun. Je rappelle que le Cameroun a déjà perdu plus de 2000 milliards en moins de 5 ans, liés, n'est-ce pas, à la mauvaise gestion des ressources olifères de notre pays. Il y a tellement de problèmes. Et sur le plan économique, tout le monde sait qu'il y a une centaine d'entreprises qui ont été fermées au Cameroun à cause de la gabégie, de la mauvaise gestion. Il y a, n'est-ce pas, l'ONCPB, la Sofibel, la Camchip, la Bata, la Biao, la Chococam, Crédit Agricole. Toutes ces entreprises-là qui ont été fermées et qui sont l'une des raisons principales, n'est-ce pas, de l'exode des Camerounais vers le Canada, doivent être réhabilitées. C'est un bon discours de campagne électorale, Doivent être l'élection d'un réhabilitées. président de la République. Là, on parle d'un vice-président qui ne sera nommé que par le président de la République, Voilà. avec sa vision, Donc, ce ses vice-président orientations. que nous attendons, n'est-ce pas, a du pain sur la planche. D'accord. Il a du pain sur la planche pour essayer de freiner cet exode des Camerounais vers l'extérieur. Je voudrais rappeler que, n'est-ce pas, les statistiques disent que 7000 fonctionnaires partent du Cameroun chaque année, ce qui entraîne une perte de l'ordre de plus de 30 000 milliards par an à l'État du Cameroun. C'est beaucoup, Jean Jarzy. C'est beaucoup.
Donc, autant de problèmes et bien d'autres. D'accord, vous êtes en train d'écrire une république pratiquement en lambeaux, quand on vous écoute, professeur Edmond Bilo. Je suis factuel, Jean Jazé. Il faut donc un Je suis pragmatique. un messie. C'est ça. Le vice-président. Je voulais que Jean Jazé, si vous permettez. Allez-y, on vous J'ai quelque chose d'illogique, j'ai quelque chose. Je dis des choses qui n'existent pas, Jean-Jacques. Non, on n'a pas dit que très bien. Merci. Merci. Il dit que le Merci portrait robot du Cameroun, Merci, Jean-Jacques. aujourd'hui, c'est un pays totalement, comme on dit au quartier, à terre. Et donc, il n'y a que le vice-président pour le relever, professeur. Non, on ne peut pas dire que le Cameroun soit en lambeaux ou que le Cameroun soit à terre. Certes, le Cameroun fait face à des problèmes et le président de la République lui-même, il a reconnu. Il est conscient. Le jour de sa prise de pouvoir, le jour de son investiture, il a promis aux Camerounais de mettre en place des réformes structurelles. N'est-ce pas? Si on met en place des réformes structurelles, ça veut dire qu'il y a des choses qui ne marchent pas. C'est évident, non? Et le 31 décembre 2025, et il a annoncé la formation d'un gouvernement. Qui n'est pas toujours venu. Et le 10 février 2026, il a dit que le gouvernement était attendu par les Camerounais. Dans les prochains jours. Mais dans le même ordre d'idée, il a dit qu'il nommerait également les directeurs généraux des sociétés d'État. Donc, le président fait ce type d'annonce, ça laisse sous-entendre qu'il y a des choses qu'il veut régler, qu'il y a des problèmes qu'il veut régler. Ça laisse aussi sous-entendre que la République ne marche pas comme lui, il aurait souhaité qu'elle marche. N'est-ce pas? Ouais. Bon. Sans dire que la République est en lambeaux, que rien ne marche, ça laisse entendre qu'il y a des choses qu'il faut changer. Très bien. Si on regarde dans le rétroviseur, il avait déjà dit aussi, il y a quelques années, que les choses n'ont pas pris la bonne direction. Oui. Et il avait posé la question rhétorique de savoir qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui nous manque Voilà. pour que nous travaillions et pour que le Cameroun prenne la route du développement? C'est moi qui interprète ça comme ça. Ok. Mais c'est la seule interprétation qu'on peut donner à ça. Voilà. Vous voyez. Donc forcément, le président de la République lui-même est conscient du fait que le Cameroun est confronté à un certain nombre de problèmes et qu'il est important d'y apporter des solutions. D'y apporter des solutions. Et c'est ce qui semble traîner en ces renouvelant solutions. la classe politique, Oui. en nommant Le vice-président. des gens chargés de Mettre en œuvre. de mettre en œuvre, d'implémenter sa politique, n'est-ce pas? Donc, le président est d'accord avec vous. Mais professeur, la question est là, mais ça coince où? Il a pris sur lui-même d'annoncer ses réformes institutionnelles. Oui. Il a pris sur lui-même d'annoncer la formation d'un nouveau gouvernement. Après avoir lu des difficultés connues des Camerounais, il a même ajouté qu'il est conscient de nos frustrations. Oui. Mais ça coince donc à quel niveau? Bon, je me souviens que ici sur ce plateau, votre collègue parfois ici avait posé la question. Et je lui avais dit que le président travaille avec des partenaires, n'est-ce pas? Le Cameroun fait partie de la planète Terre, n'est-ce pas? Et donc, il y a des décisions qu'on prend en tenant compte de ce que pensent, par exemple, les partenaires économiques, la Banque mondiale, le FMI, les bailleurs de fonds, etc., etc. Et donc, sans trop savoir ce qui se passe, je peux supputer que le Cameroun n'arrive pas à s'entendre avec les bailleurs de fonds. Lesquels bailleurs ne font pas de bons rapports sur la situation du Cameroun. Que le Cameroun n'arrive pas à s'entendre avec les partenaires économiques. Donc, si les partenaires vous disent que, bon, voilà, je souhaiterais que vous vous débarrassiez de 20% des membres de votre gouvernement. C'est une hypothèse logique. Hein? C'est une hypothèse logique, sans prétendre que c'est ça qui s'est passé. Bon, en ce moment-là, celui qui est chargé de former le gouvernement, il doit tenir compte de ses désidérata. Il doit tenir compte des désidérata
des partenaires économiques, n'est-ce pas? Il doit tenir compte de toutes sortes de pressions. Il y a les pressions endogènes, n'est-ce pas? Il y a les pressions locales, il y a les pressions de sa famille biologique, les pressions de sa famille politique, les pressions de la famille administrative. Un président doit tenir compte de toutes ces pressions-là. Pour ça, c'est pas nouveau, ça. C'est pas nouveau, c'est pas nouveau, mais il se pourrait que les pressions soient plus intenses aujourd'hui qu'avant, étant donné l'acuité des problèmes auxquels nous faisons face. Vous voyez? Et donc, étant donné le climat de la succession. Bon, je ne sais pas si c'est déjà... Vous ne voyez pas cela? Non, je ne vois pas ça parce que le président a encore 6 années et demie pour achever son mandat. Ça se prépare la succession. Donc on ne peut pas parler de la succession maintenant. C'est trop tôt. Ah bon? C'est trop tôt. Donc moi, je ne pense pas que la succession soit un blocage. La succession n'est pas un blocage. Parce que je ne vois pas en quoi le fait de penser à la succession peut empêcher au président de la République de former un gouvernement. Les clans se sont développés, ils se sont même engraissés, ils sont devenus très musclés. Oui, mais Jean-Jacques Zé, dans tous les pays du monde, il y a des clans. Est-ce que vous connaissez un pays au monde où il n'y a pas de clans? Il y a toujours des clans. Je voudrais la présence de ces clans n'est pas de nature à empêcher au président de la République de former un gouvernement ou de nommer des directeurs généraux. Mais maintenant, là nous sommes en train de supputer. Il se peut même que dans les jours qui suivent, le président forme un gouvernement. On ne sait pas trop, n'est-ce pas? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que celui qui est au pouvoir n'est pas dans l'obligation de vous dérouler sa feuille de route. Vous vous souvenez de Machiavel? Machiavel, dans son livre Le Prince, il dit explicitement que quand on a le pouvoir, on n'est pas dans l'obligation d'expliquer tout. On n'est pas dans l'obligation d'expliquer tout. Mais parce que si le président Biya ne l'a pas lu, parce que c'est lui-même qui est venu annoncer. Si on explique tout, si on explique tout, on est le prisonnier des gens qui convoitent votre poste. D'accord. On est le prisonnier de vos ennemis, n'est-ce pas? Donc, peut-être que, quel que soit le cas, on pense que le président va former un gouvernement, va nommer des directeurs généraux, va nommer les directeurs généraux adjoints, et forcément, il va aussi nommer des PCA des sociétés d'État, n'est-ce pas? Mais c'est l'homme qui a le pouvoir, qui détient le temps des réformes, n'est-ce pas? Comme c'est lui qui détient aussi les cordons de la bourse. Bien même quand la population souffre, mais le président n'a pas dit qu'il souhaitait que la population continue à souffrir. Vous ne connaissez pas son agenda. Moi, je ne le connais pas. C'est pour ça que je parle au conditionnel. Vous voyez? D'accord, professeur Paul Stéphane. Sur cette question, lorsqu'on écoute les uns les autres, on a eu à un moment donné l'impression que ce Cameroun-là, pour qu'il reste debout, il faut forcément un vice-président. Il faut contextualiser pourquoi les Camerounais pensent qu'il faut un vice-président. Parce qu'il faut tenir compte de l'âge de notre président, qui, même si sur le plan intellectuel, impressionne encore parce qu'il a lu son discours. Ça ne fait même pas 2 jours. Mais est-ce qu'il y a un discours politique intellectuel? Michel, permettez que... Il a lu son discours, il a retourné les pages lui-même. Ça, c'est impressionnant à son âge. Je ne suis pas sûr que quand j'aurai, si Dieu me permet d'avoir son âge, je pourrais faire ce qu'il a fait. Mais sur le plan physique, les Camerounais s'interrogent. Utiliser le téléprompteur. Et là, il a retourné les pages lui-même. Sur le plan, sur le plan physique et compte tenu justement de son âge, les Camerounais s'interrogent parce que les Camerounais ont des personnes qui ont son âge chez eux et ils savent qu'à son âge, en réalité, il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Ça veut dire qu'on ne peut plus demander au président d'aller vérifier le chantier d'Olembe. Si vous-même vous demandez ça au président de la République, c'est que vous n'êtes pas sérieux. On ne peut pas demander au président d'aller au nord-ouest et au sud-ouest. Si vous-même vous demandez ça, c'est que vous n'êtes pas sérieux. Parce que même avec toute la volonté, en réalité, c'est très difficile et très compliqué. Ça fait donc qu'on se dit qu'il lui faut une béquille constitutionnelle qui ne va pas utiliser les hautes instructions
qui va utiliser l'autorité de l'État pour gouverner. Ça veut dire on laisse les hautes instructions de côté et on sait effectivement que c'est le président qui parle au travers du vice-président. Oui. Pourquoi? Parce que le président n'est plus peut-être mobile, il n'a plus toutes ses forces, il n'a plus toutes ses capacités et le vice-président devient donc sa béquille. Parce que quand vous lisez l'article 5 nouveau de la Constitution, on vous dit à l'alinéa 2 qu'il est l'élu de la nation tout entière, il incarne l'unité nationale. En A, on vous dit qu'il définit la politique de la nation. Oui. En B, on vous dit qu'il veille au respect de la Constitution. En C, on vous dit qu'il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Et le D, on vous dit qu'il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, de la permanence et de la continuité de l'État, du respect des traités et des accords. Et en petit 3, donc, on vous dit qu'il peut être assisté d'un vice-président. Ça veut dire qu'une fois que le vice-président est nommé, il commence à faire tout ce que le président peut faire. C'est pour ça qu'on a besoin d'un vice-président aujourd'hui. Pas parce qu'on est en accord ou pas parce qu'on est d'accord avec l'institutionnalisation de ce poste, mais parce qu'on sait que notre président est limité sur le plan physique, il y a des choses qu'il ne peut plus faire, et parce que les hautes instructions en réalité ne passent plus. Vous avez vu que depuis un moment, il n'y a plus de hautes instructions. Ça ne passe plus. Il fallait donc trouver un mécanisme qui pourrait faire qu'on ne parle plus des hautes instructions, mais que les directives du président soient véritablement exécutées. Est-ce que vous savez qu'on a manqué la Coupe du Monde à cause des hautes instructions? Parce qu'on avait d'un côté des gens qui ne reconnaissaient pas les hautes instructions, et on avait d'un autre côté des gens qui vous disaient que ce sont les hautes instructions du président de la République. Si on avait eu un vice-président... C'est là où est parti tout le chamboulement. Justement. Si on avait donc eu un vice-président nommé par le président de la République, il serait venu vous dire que je vous dis de faire ça, et ils auraient fait. Mais quand vous dites que sur haute instruction, il y a des gens qui croient, il y a d'autres qui n'y croient pas. Oui. Et il fallait donc régler cette question en réalité quand vous analysez comment on a structuré le poste de vice-président. Donc, c'est même la première chose par laquelle le président de la République doit commencer. Mais quand vous demandez pourquoi ça bloque, moi j'ai le sentiment que ça bloque parce qu'en fait, quand vous lisez aussi notre constitution en filigrane, le vice-président peut devenir le président de la République, oui, en réalité. Oui. Et sa nomination peut lui permettre de faire une campagne électorale et prendre de l'avance même sur ses adversaires. Ça veut dire qu'il est nommé, le président est déjà fatigué, le président laisse travailler, et le président permet qu'il travaille véritablement. C'est une campagne électorale. Ça veut dire qu'arrivé à un moment, on va dire qu'on cherche même encore un président, pourquoi voici le président. Parce qu'on n'aura plus les poubelles, par exemple, à Yaoundé, on va dire que c'est le vice-président. On aura de l'eau, on va vous dire que c'est le vice-président. On aura de l'électricité, on va vous dire que c'est le vice-président. On aura le travail. On aura de l'emploi, on va vous dire que c'est le vice-président. Vous avez encore cherché quoi. C'est pour ça que ça bloque. Pourquoi? Parce qu'il y a justement plusieurs personnes qui pensent que c'est leur tour. Et ils savent qu'une fois que le vice-président est nommé en réalité, la succession de la présidence de la République est réglée. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en réalité, l'enjeu de la succession ne concerne même pas l'opposition. L'opposition aujourd'hui est laminée. Parce que même si on organisait une élection présidentielle aujourd'hui, je ne suis pas sûr que l'opposition serait prête à, j'ai envie de dire quoi, à batailler durement et gagner une élection présidentielle. Donc vous rendez compte... On n'a pas raison de vouloir évacuer la question de la succession. Elle se pose. Non. Même quand vous rentrez dans la cosmogonie bantou, quand on a l'âge du président, la question de la succession du chef se pose à l'âge du président. Forcément. C'est même ça le véritable problème aujourd'hui. Le problème justement, c'est qu'en fait, ils n'arrivent pas à s'entendre sur le vice-président. Et je suis sûr que c'est ce qui retarde même la nomination et la sortie du gouvernement parce que il serait incongru de voir le président de la République vous faire un remaniement sans nommer le vice-président. Il serait également incongru de voir le président de la République vous nommer un vice-président sans faire un remaniement ministériel. Donc vous voyez que c'est tout ça qui bloque aujourd'hui parce que justement, la question de la succession du président de la République commence à se poser avec acuité parce qu'il faut savoir que, j'ai envie de dire quoi, chaque début a une fin. Et qu'on le veuille ou pas, le président est en train d'aller tout droit vers la fin parce que c'est j'ai envie de dire quoi, naturel. Justement, c'est naturel pour tout être humain. Oui. Il est en train d'aller vers la fin. Et ceux qui sont autour de lui, justement, bataillent justement pour pouvoir le remplacer parce que je peux vous assurer, je sors par là que
la question des vrais faux décrets, en réalité, c'est un coup d'État qui a été manqué au Cameroun. Je ne sais pas pourquoi on veut banaliser cette histoire, mais c'est une histoire très grave. Parce que, imaginez-vous qu'on avait lu le décret aux 17h, parce que le décret était accompagné également d'un gouvernement. Ça, on ne le dit pas assez. C'est ça que je dis. Le décret était accompagné d'un vice-président et d'un gouvernement. Oui. Et comme je l'ai dit quelque part, on ne nomme pas quelqu'un sans le consulter. Ça veut dire certainement que le vice-président qui est dans le décret a dû consulter les membres de son gouvernement. Mais je ne comprends pas pourquoi jusqu'ici on voudrait banaliser ça, parce qu'en fait c'est une tentative de putsch. Vous avez lu dans la loi que la personne qui constate l'empêchement définitif du président ou qui saisit le Conseil constitutionnel, c'est le vice-président. Qui ne vous dit pas que si le vice-président avait été nommé, il aurait saisi le Conseil constitutionnel pour vous dire que le président est incapable de gérer le Cameroun. Donc c'est autant de questions qu'il faudrait qu'on se pose, et c'est pourquoi il faudrait que le président de la République nomme son vice-président. Vrai blocage. D'accord. Il y a donc beaucoup de blocages. On va évoquer les blocages tout à l'heure, et on va également ouvrir la ligne à ceux qui veulent intervenir en direct. Salut Jean-Jacques Zé. Le président de la République a fait des promesses et a même pris des engagements. Ceci entame sa crédibilité, mais pas sa légitimité. La question du vice-président est perçue pour beaucoup comme un processus de succession, et je pense que le président de la République n'est pas dans cette logique et prend son temps pour chercher pas un successeur, mais un collaborateur fidèle, tous les autres l'ayant dessus. C'est Robert, depuis le Canada, qui évoque cet aspect-là, que le président n'est pas à la recherche d'un successeur, mais d'un collaborateur, parce qu'il aurait été dessus par tous les autres. Bonsoir à vous et au panel. Juste pour dire toute la gêne qui est mienne face à la gymnastique argumentaire de... Non, on n'utilise pas les mots comme ça. Dites-le au représentant du RDPC, c'est plus clair. Pour expliquer tous les dysfonctionnements criards de son champion, nous avons besoin désormais des débats télé sans représentant du RDPC, ça ne se fera pas. Non, ça ne se fera pas. Il faut pas monopatite. Dans ton point de vue, ils ont leur point de vue, tu n'es pas d'accord, tu viens avec les contre-arguments. Et on avance. C'est comme cela qu'un pays se construit. Adamou, du côté de Ndorpassi, ne commence pas par faire ce Je suis d'accord avec Jacques. D'accord. Bonsoir le plateau. Bonsoir le grand soir. Exutoire, moi je ne suis pas dans le même thème du jour. Pourquoi quel est donc ton thème à toi? Qu'est-ce qui est passé à 54 000 francs comme l'année passée? C'est dans quelle école? Georges depuis Douala, on a parlé de cette affaire-là, c'est là quelques jours, on reviendra dessus, Georges, t'en fais pas. Bonsoir, les communicants du RDPC ont le même langage depuis des années, mais rien ne change, c'est la dictée préparée, comme l'a toujours dit Robert Wafo. Dans 3 mois, il faut inviter le professeur, il viendra dire la même chose. C'est M. Kofi, depuis Mbalmayo, que le RDPC, la dictée répète. C'est la cassette, mon frère. Bonsoir le panel. Je ne sais pas comment vous faites. Non, vraiment, vos affaires là, que vous voulez choisir, nos panélistes, ce n'est pas possible. Ça ne passera pas, mon très cher frère. Il faut supporter d'écouter les autres et de venir à la contradiction. Alors, salut à vous sur le plateau. S'il vous plaît, dites aux communicants du RDPC que nous sommes un pays libre. Donc, à l'époque, l'ancien président Aïdio, après le séjour chez les partenaires dont il parle, il est revenu et a dit que ce n'est plus de son pouvoir et il a laissé la place. Si le président Paul Biya n'arrive pas à avoir une main ferme avec, alors c'est mieux de laisser aussi la place, car les années sont passées. On a cru en lui, mais aujourd'hui, ces discours ne tiennent plus. La campagne électorale est également passée. Alors, face à cette situation, est-ce qu'on est d'abord d'accord aujourd'hui que la béquille, elle est fondamentale? Oui, elle est fondamentale. Et c'est là où le président doit utiliser sa dernière énergie pour le faire. Parce que vous avez posé la question de savoir là où ça coince. Si vous prenez l'architecture de notre chefferie traditionnelle, généralement, le chef a plusieurs femmes, n'est-ce pas? La dernière femme qui contrôle le lit du chef a plus de chances d'imposer un successeur. Maintenant, si le chef dit à la dernière femme que « trouve-moi encore une petite pour ma retraite », vous pensez que
cette femme qui était provisoirement dernière va accepter de passer avant-dernière et trouver une nouvelle femme? Là, c'est au risque de perdre son contrôle sur le chef. C'est la situation que nous vivons actuellement. Et c'est pour ça que je dis le chef de l'État doit utiliser sa dernière énergie. Au besoin même, puisque c'est les autres qui préparent les documents pour qu'il signe. Au besoin, s'il a derrière sa personne, puisqu'il est l'homme le plus informé, au vu des moyens dont il dispose. L'alpha et l'oméga. Oui. Il connaît chaque Camerounais. S'il veut un collaborateur fidèle, comme l'a dit un des téléspectateurs à partir du Canada, Oui. c'est-à-dire le président sait qui est-ce qu'il peut positionner comme vice-président qui ne sera pas en campagne pour sa réélection, mais qui viendra mettre en œuvre sa politique. Il connaît, parce qu'il est informé. Il connaît, mais on n'avance pas. Et donc, c'est facile. Il peut appeler le président Veng. Il peut appeler Charles Ndongo. Il peut appeler les différents DG de télé là. Venez, je vous donne moi-même de ma propre bouche le nom du vice-président. Il peut le faire. Même si ce n'est pas écrit, il dit que j'ai dit que c'est elle qui est vice-président. Comme ça, il prend tous ceux-là qui bloquent là, il va les surprendre tous. Vous pensez qu'effectivement, il y a des blocages Bien sûr, autour de lui? bien sûr. Mais qui prépare les documents? Si la personne qui prépare le document, quand j'ai parlé de l'histoire de si vous demandez à la dernière femme d'aller chercher une autre petite pour le patriarche. Elle n'ira pas. Alors nous sommes à la présidente, ne parlons pas de beaucoup de femmes, on risque de confondre. Il y a une première dame pour... On Non, comprend l'image oui. que vous utilisez, Voilà. mais dites-nous qui bloque. Le SGPR? Bon, je ne sais pas qui Ou les prépare. DPC? Ça peut être l'un ou l'autre. Oui. Hein, parce que je ne sais pas l'organisation au niveau du cabinet civil qui prépare quoi. Mais si ceux qui doivent préparer là, on leur dit que bon, vous ne serez pas... Pourquoi il va faire s'il n'y a pas leur nom? Et si au pire encore on dit qu'ils vont complètement sortir parce que, comme l'a dit le prof, on veut un gouvernement restreint et donc avec la probabilité que tout le monde sorte. Un président de la République qui n'a même pas encore fait un an pour son actuel septennat et qui serait prisonnier de son entourage. En réalité, c'est un mauvais signe. C'est un mauvais signe puisque normalement le gouvernement aurait dû être préparé avant les élections. C'est ce que se passe un peu partout ailleurs. Pendant qu'on met l'équipe de campagne, on prépare également le gouvernement. De telle sorte que Après les résultats? après la prestation de serment, la campagne, on a vous avez vu ce qui s'est passé au Bénin, non? Vous avez vu ce qui s'est passé au Bénin? Le lendemain du résultat, Allez, le gouvernement. on a dévoilé le gouvernement. Parce qu'on n'a pas le temps à perdre. On a l'impression que ce temps-là, c'est très long. Mais je vous dis, on a perdu déjà 8 mois. Enfin, plus même, puisque si on commence depuis octobre jusqu'à aujourd'hui, Bientôt un an. bientôt un an. Et là, il n'y a pas de signe jusqu'à présent que quelque chose est en train de vouloir bouger. Peut-être que le professeur Edouard Bulot a lui là les informations là-dessus. Ça ne bouge pas. C'est important. Sur le plan constitutionnel, sur le plan de l'organisation du travail, les hautes instructions ont été boudées, boycottées. Le président semble ne plus faire confiance à ses collaborateurs. Et donc, la bouée de sauvetage semble être le vice-président Ouais. qui n'est pas là. Est-ce que ça ne creuse pas davantage ces dysfonctionnements-là, professeur? Si, quand bien même je serai au courant, je vous le dirai pas. Vous avez caché pour ça? On ne vient pas. C'est le risque. On ne vient pas à Mondo Vision et divulguer les secrets de la République. Non, pour être sérieux, je ne sais absolument rien de ce qui se trame. Oui. Absolument. Mais ça ne vous rien. inquiète pas? Et je n'ai pas l'impression que le président se méfie de son entourage. Parce qu'il travaille avec le même entourage au quotidien. Il travaille avec le même entourage au quotidien. Il est quand même au courant que les hautes institutions ne passent plus?
Mais si les hautes instructions ne passent plus, ça veut dire que les hautes instructions ne viennent plus de lui. Voilà. Parce que pour que X dise que sur haute instruction du président de la République, je vous demande de faire ceci, il faut que le président de la République les dit. Mais comme le président de la République ne donne plus de hautes instructions, donc on ne peut pas dire que les hautes instructions ne passent plus parce que l'intermédiaire a été mis en défaut ou a été pris en défaut. Non, je ne pense pas que ce soit ça le problème. Je pense que éventuellement le président de la République nommera un vice-président et formera un gouvernement. Maintenant, c'est à lui qu'appartient le temps. C'est à lui qu'appartient le temps. Nous, on peut lui rappeler... C'est à lui qu'appartient le temps. On peut lui rappeler... également le temps à ce que les dysfonctionnements s'aggravent. On peut lui rappeler les incohérences, les engagements qu'il a pris. Parce qu'il a pris des engagements devant le peuple. En disant au peuple, on va procéder à des réformes structurelles, on va former un gouvernement, on va nommer des directeurs généraux. Il a donc pris des engagements. Et nous, on lui rappelle au quotidien que, mais, monsieur le président, vous avez pris le 6 novembre, voici ce que vous avez dit. Le 31 décembre 2025, voici ce que vous avez dit. Le 10 février 2026, voici ce que vous avez dit. Vous le faites dans le RDPC, vous lui faites ce rappel-là, c'est possible. Mais les gens lui disent tout le temps. Et ils n'écoutent pas. Non, écoutez, de vous. Quand nous parlons ici, quand nous parlons ici, le président de la République. Je peux passer à l'émission. D'accord. Parce qu'on lui fait des rapports sur ce qu'on dit sur les plateaux de télévision et de radio chaque jour. Et on lui fait des rapports sur ce qu'on dit dans les meetings du RDPC tout le temps. Allez, on va essayer. Donc le président est au courant de tout ce qui s'est dit dans la République et dans la nation. Il est le maître du temps. Il a répondu à cette question. Je vous ai déjà dit que c'est lui qui est le maître du temps. Allez, on va essayer de prendre des compatriotes à l'étranger. Allô, bonsoir. Fernand, on le prend au téléphone. Bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, comment on vous appelle? Moi, je m'appelle Jules de Libreville. Vous êtes à Libreville? Oui. Merci de nous écouter. La question, elle est affichée au bas de l'écran. Le vice-président semble être présenté par de nombreux Camerounais comme le véritable Messie. Pourquoi? Moi, je pose la question de savoir à vous, à l'interne là-bas. Est-ce que c'est possible qu'un président de la République qui a fait 44 ans au pouvoir, est-ce qu'il peut, c'est lui qui doit nommer un vice-président? Un président qui a fait 44 ans au pouvoir. C'est ce qui est prévu par les textes. Ans au pouvoir. Et il a échoué. Il a échoué. Et c'est lui qui doit présenter un vice-président. Alors c'est lui le président élu. C'est lui le président élu, c'est lui le président de la République. Et la Constitution lui permet de nommer un vice-président. C'est ça. Mais ça c'est du banditisme. Donc, pourquoi est-ce que ce serait du banditisme alors que pour juger la Constitution. D'accord. La Constitution est claire là-dessus. Je vous prends également au téléphone. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Oui, monsieur, comment on vous appelle? Monsieur Fallot depuis à Bomban. Vous êtes depuis à Bomban. On vous écoute. Oui, monsieur Jean-Joseph, moi je suis surpris. Demandez au prof Biloua, lui qui est vraiment un enseignant là. Est-ce qu'il peut former un enfant, il fait 42 ans, 43 ans avec lui, et il est incapable de trouver son successeur. Donc quand on forme les gens là, il n'y a personne qui peut remplacer un papa âgé à son âge de 93 à 94 ans. Et je profite aussi de votre antenne pour que vous passez le message à votre ami, le maire Yuki Onana. Regardez le rond-point exprès. Alors cette question a déjà été réglée hier pour qu'on n'ait pas de confusion dans les responsabilités des uns et des autres sur la gestion des ordures. Je crois que la question a été réglée. Il faut savoir à qui il faut poser la question. Le plus 242, bonsoir. Allô, bonsoir. Pour ça, il y a une question qui est pendante. Vous allez répondre tout à l'heure. Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, monsieur, comment on vous appelle? Monsieur Mabenga Bernard. Bernard de Colbison. Et si on de répondre à la question qui est posée,
est-ce qu'on a besoin obligatoirement d'un vice-président aujourd'hui? Très bien, Jean-Jacques, bonsoir à vous, bonsoir à vos panélistes. Je dirais qu'il est impératif que le Cameroun ait un vice-président. Pourquoi? Parce que le président est un patriarche que les Camerounais ont aimé et adopté. Et les Camerounais l'aiment toujours. D'accord. Mais nous, en tant que citoyens à Yaoundé 7, nous regardons l'image que nous regardons, que la CRTV nous propose ces derniers temps, et nous avons mal. C'est Et quelle image? moi j'en ai, après certains membres du RDPC, parce qu'après plusieurs années, ils trouvent qu'il n'y a personne, même parmi les universitaires, il n'y a personne qui peut remplacer le président. Voilà, à ce niveau, moi je dis, il faut absolument un vice-président pour venir tenir la main du patriarche pour qu'il l'amène à accomplir ce qu'il a accompli. Il a un dernier mandat que le peuple a confié. D'accord. Et là, je suis d'accord avec le politologue dans son déroulé. C'est compliqué pour lui parce que les monstres qui sont autour de lui ne permettent pas qu'il puisse faire quoi que ce soit. C'est difficile. Mais ayant la bénédiction du peuple, il va s'en sortir. D'accord, c'est clair. Merci beaucoup. On salue Yaoundé 7. On prend quelqu'un d'autre au téléphone. Est-ce que ça va être possible? Les appels sont nombreux. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, il est parti. Professeur, vous avez écouté les uns et les autres. On va tenter de prendre une ou deux personnes encore. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir, monsieur Jean-Jacques. Oui, bonsoir, monsieur, bienvenue. Comment on vous appelle? Je me nomme Gouloupoul Martial. Martial, allez-y. Martial, j'aimerais d'abord vous dire, passer mes félicitations pour la nomination. Merci. Par rapport au thème là, j'aimerais tout simplement dire que on attend tout simplement le vice-président juste pour... Oui, par rapport au thème, allez-y. J'aimerais tout simplement dire que pour moi, attendre un vice-président comme un Messi là, il n'y aura rien parce que concernant le vice-président, on ne doit rien attendre de bon. Moi, j'aimerais juste qu'on attende le vice-président juste pour compléter les vides juridiques qui se passent concernant la saisie. D'accord. Allez, c'est également une préoccupation intéressante, hein. Le vide juridique que le politologue a dit tout à l'heure sur le point de la saisine. Là encore, il y a ce vide juridique ou ce flou sur la question. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Vous êtes déjà en direct. C'est pour l'émission. Oui, bienvenue à l'émission, monsieur, on vous écoute. Allez-y, monsieur. Oui, bonsoir. Alors, on va prendre quelqu'un d'autre, peut-être déjà connecté. Alors, Paul Stéphane, on écoute les Camerounais qui reviennent sur cette nécessité-là pour mille et une raisons, mais la convergence des vues et des points de vue, c'est qu'il faut fondamentalement, finalement, pourvoir ce poste de vice-président. Non, au regard, quand on est un Camerounais sérieux, au-delà des appartenances dans les partis politiques ou les formations politiques. Alors, on permet qu'on aille rapidement en Ukraine pour prendre ce frère qui appelle là-bas. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Jean-Jacques Zé, ainsi que à tout votre panel. J'aimerais tout d'abord te dire un merci particulier Jean-Jacques Zé, parce que tu sais, je suis depuis l'Ukraine et je suis votre mission, vu les événements qu'on vit, et ça me permet quand même aussi de questions de me remettre. Bon, par rapport au thème, Jean-Jacques Zé, moi je pense que la scène politique camerounaise est devenue une véritable cour de récréation. Tu m'excuses quand je le dis. Pourquoi? Parce que voici un peuple, un pays, quand le président de la République n'était pas là, tout le monde le réclamait.
D'autres l'ont même, je sais pas, ont même dit qu'il est déjà décédé. Mais la faute à nous les Camerounais, parce qu'on est tellement mal informés qu'on est prêt parfois à écouter même des fake news qui sont publiées même par nous-mêmes les Camerounais qui vendons l'image de notre pays à l'extérieur. Absolument. Moi, je vais apporter une petite éclaircissement à M. Jean-Jacques Zeu, parce que c'est une info qui est passée que nous, à notre niveau en Ukraine, nous avons suivi, les Camerounais en particulier, parce que tu sais, on a une grande communauté camerounaise actuellement, qui est de 800 personnes en Ukraine, mariées avec des Ukrainiens qui ont des nationalités ukrainiennes et qui vont et reviennent au front actuellement. Donc, le 6 août, une chaîne israélienne basée ici en Ukraine nous a fait parvenir au journal des infos la réception du ministre de l'agriculture ukrainienne qui avait été reçu par le président de la République du Cameroun. Ça, c'est un. Et de deux, dans la délégation du ministre de l'Agriculture ukrainienne, il y avait le ministre des Relations des Affaires étrangères ukrainiennes qui avait été reçu aussi à Genève par le président de la République du Cameroun. J'apporte cette petite éclairage pour faire comprendre aux Camerounais que le président de la République, ayant fait son voyage à Genève, il travaillait normalement. Et il travaillait pour le peuple camerounais. Il travaillait. Donc, dire aujourd'hui qu'à son retour, je vois, c'est le même débat au fait qui arrive. Le vice-président, pourquoi il n'est pas nommé? Monsieur Jean-Jacques, je vais poser une question. Pensez-vous que même si ce vice-président, il est nommé aujourd'hui, est-ce que c'est lui qui apportera un changement sur l'alimentation des Camerounais, la mauvaise vie que les Camerounaises vivent? Moi, je suis arrivé au Cameroun et ça date de 6 mois. J'étais au Cameroun avec ma belle famille, mais c'est déplorable. Vous pensez que c'est le président de la République qui verse les ordures partout au Cameroun? Il faudrait déjà que nous, Camerounais, que nous puissions qu'il y ait un changement fondamental. On ne peut pas demander le plus haut sommet de l'État de changer, alors que nous-mêmes, en tant que peuple et population, nous ne faisons pas d'efforts pour changer. Pour moi, M. Jean-Jacques, c'est un débat inutile, puisque le vice-président, même s'il est nommé aujourd'hui ou demain, ça n'apporte véritablement rien dans le panier de la ménagère camerounaise ou dans la vie que le Camerounais lambda vit tous les jours. Merci et bonne continuation pour votre émission. Merci beaucoup d'être avec nous depuis l'Ukraine. On salue l'importante communauté camerounaise de 800 Camerounais qui sont là-bas, il y en a qui sont au front d'ailleurs, qui font la guerre là-bas. Un jour on en parlera. Alors c'est Paul Stéphane qui avait la parole. Lui il est de ceux qui disent que vraiment il ne faut pas tout accrocher sur le président ou le vice-président. Il y a des mentalités et autres qu'il faut soigner dans notre pays. Il y a une autre tendance qui dit que vice-président ou rien. Non, ce qu'il faut savoir c'est que dans l'État westphalien, et là on est en sociologie politique, c'est l'État, pris dans le sens de Max Weber, qui façonne les mentalités. C'est pour ça qu'on rentre dans le contrat social. Oui. Parce que dans le contrat social, l'État vous dit qu'on ne jette pas le papier en route. Si vous jetez le papier en route, l'État vous enseigne d'abord. Là, on est dans les appareils idéologiques. Vous dit d'abord qu'on ne jette pas le papier en route. Et après, sanction. Et maintenant, quand tu jettes le papier en route, c'est toujours l'État maintenant qui te sanctionne. Maintenant donc, quand un Camerounais jette le papier en route et qu'on lui a dit de ne pas jeter le papier en route et que par la suite il n'y a pas de sanction, la faute à qui? C'est à l'État. Quand on retourne la situation dans tous les sens, la faute c'est à l'État qui ne fait pas son travail. Parce que même la mentalité, c'est l'État qui façonne la mentalité d'un peuple. Je peux vous assurer que si vous prenez un Allemand qui est discipliné, vous le mettez au Cameroun, il va devenir indiscipliné. Parce que l'homme se comporte ou s'adapte à son environnement. Pourquoi les Chinois violent les lois au Cameroun et dans d'autres pays africains, ils ne violent pas les lois? Parce que l'environnement permet. Ça, c'est la première chose. Et il faudrait savoir qu'on crée une institution pour résoudre un problème dans l'approche institutionnelle. Ça veut dire que si ceux qui nous gouvernent se sont assis et ils ont pensé qu'on peut nommer un vice-président, ça veut dire qu'ils savent qu'il y a un problème, c'est pour résoudre un problème. Oui. Et le problème, c'est lequel? Le problème est que le président n'a plus ses 49 ans. Il ne peut pas aller visiter le chantier d'Olembe pour se rassurer que les travaux avancent. Il ne peut pas aller visiter l'autoroute qui n'avance pas pour se rassurer que les travaux avancent. Il ne peut pas aller contrôler le projet PIPES
il ne peut pas aller regarder les barrages. Et vous voyez donc que la finalité des actions que je suis en train de citer auront justement une incidence sur le quotidien des Camerounais. C'est ce qu'il faut dire aux compatriotes qui appellent. Que la finalité des actions qu'on voudrait poser là, l'incidence, c'est que les conditions de vie des Camerounais doivent s'améliorer. Le président ne peut pas se lever actuellement et venir regarder les ordures qu'on a décriées au niveau de Rond-Point Express. Or, si on a un président qui a encore la vitalité et l'énergie, peut se lever lui-même venir voir ces ordures et constater justement que les Camerounais sont dans l'insalubrité et prendre des décisions justement qui correspondent à ces besoins-là. Donc c'est pour ça aujourd'hui qu'en fait, et c'est comme je le disais, quand on est un Camerounais sérieux et qu'on sort justement des considérations partisanes, aujourd'hui au regard de l'âge du président, il a besoin d'une béquille constitutionnelle. Parce qu'en fait, il a voulu, justement par le truchement des hautes institutions, avoir une béquille. Mais il s'est tout de suite rendu compte que beaucoup de Camerounais commencent à ne plus accorder du crédit à ces hautes institutions. Parce qu'aujourd'hui, on avait atteint un niveau où les Camerounais se questionnaient parfois que est-ce que c'est vraiment le président qui a donné les hautes institutions? Je pense que peut-être le président n'en donne même plus. Et s'il n'en donne plus, c'est qu'il y a toujours un problème. C'est pour ça que je suis en train de dire que peut-être lui-même il a décidé justement de ne plus donner les hautes instructions et de nommer son vice-président. Parce qu'en même temps, il faut toujours aller lire les textes. Quand vous lisez les textes qui réorganisent les services de la présidence de 2011, vous allez vous rendre compte que même si c'est Menunga actuellement qu'on nomme SGPR, il aura les pouvoirs du SGPR actuel. Et vous allez dire que Menunga dérange. Simplement parce que ce décret, justement, lui donne ces pouvoirs-là. Donc vous comprenez que, en plus même de la modification constitutionnelle, la création du poste de vice-président doit même déboucher sur la modification des textes de 2011 qui réorganisent les services de la présidence. Sinon, le vice-président risque de se retrouver avec certaines missions. Avec le SGPR. Et même le PR. Oui. Sinon, le vice-président risque de se retrouver dans un chevauchement de compétences avec le secrétaire général de la présidence. Parce que techniquement, en réalité, le SGPR a les compétences d'un vice-président. Quand vous analysez bien le décret de 2011. Donc, je sors donc en disant que le président doit nommer un vice-président aujourd'hui et modifier l'ensemble des institutions qui vont permettre au vice-président de produire des résultats qui ne vont pas nous faire regretter la nomination d'un vice-président au Cameroun. Le regret, le chaos, beaucoup de Camerounais disent que si rien ne change dans des délais assez brefs, on est en train d'aller vers un chaos. Vous voyez, mon cher Jean Jarzé, ce thème qui fait, n'est-ce pas, l'objet du débat aujourd'hui est un thème important. Mais en fait, ce n'est pas, à mon avis, c'est un thème périphérique. Nous devrions venir ici, n'est-ce pas, pour débattre des problèmes du développement économique du Cameroun. Vous voyez, le patriarche Paul Biya, n'est-ce pas, comme on aime le dire, n'est-ce pas, le sage africain, l'intellectuel mondialement connu, en principe, et sur un plan républicain, n'aurait jamais dû se présenter aux élections présidentielles d'octobre 2025. Bon, ça c'est la page est tournée. Maintenant, ça a été fait. Maintenant, ça a été fait. Et il a été élu. Vous voyez, parce que tout ce que nous disons là, ça ne va rien ajouter dans le panier de la ménagère. Vous voyez, même comme c'est aussi important. Bon, il faut donc un vice-président. Je suis d'accord. Est-ce que vous savez que 10 millions de Camerounais ont atteint le seuil de pauvreté selon, n'est-ce pas, le Minepat? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez que 45% de la population vit avec moins de 1000 francs par jour au Cameroun? C'est des constats connus. Maintenant, la solution, c'est quoi? Est-ce que ça passe par un nouveau gouvernement, un vice-président de la République? Ça passe entre autres par ce nouveau gouvernement, entre autres par ce vice-président. Puisque la situation actuelle, n'est-ce pas, est chaotique. La situation, parce qu'il n'y a pas de solution. Donc, forcément, qu'on le veut ou pas, ça passe entre autres par un nouveau gouvernement, ça passe entre autres par la nomination urgente d'un vice-président. Vous êtes d'accord qu'on balaye? On doit balayer tout ce gouvernement. On doit balayer tout le monde. Sans exception. Quel est même ce gouvernement, Jean Jarzé, où un ministre fait 20 ans au même poste là? On a vu ça où? Au Cameroun. On a vu ça où? Vous allez au ministère du Commerce, au ministère avec des gens qui sont là ad vitam aeternum.
Il faut que le vice-président vienne balayer ça. Est-ce que vous savez que cette affaire, n'est-ce pas, quand on parle de décentralisation depuis 30 ans n'est qu'effectif? La décentralisation au Cameroun n'a jamais été effective, n'a jamais été palpable, vivable sur le terrain. Je voulais rappeler que le Cameroun n'arrive pas à réaliser 70% des projets d'investissement depuis 8 ans. Et de quelle décentralisation parlez-vous donc? D'accord. Vous voyez? Et je vais en finir, n'est-ce pas, avec ce problème de chantier de Moufrassou qui ne finit jamais. L'Arslou, Yaoundé Douala, depuis presque 10 ans. L'autoroute. Merci, l'autoroute. Qui broie des milliards chaque année. Même chose avec le complexe sportif Paul Biya d'Olembe, près de chez moi, qui n'est jamais fini. On a installé Paul Biya à Olembe, on n'a pas un complexe. Le complexe n'est pas là. Ça, c'est fictif. Il y a également, n'est-ce pas, ce problème de barrage. La construction du barrage fictif de Mekine, qui a broyé 25 milliards de francs CFA. Vraiment, ça fait venir les larmes aux yeux. D'accord. On est encore dans ce constat d'un désastre, hein, parce que Michel, lui, il ne va pas de me morter, il décrit un Cameroun apocalyptique pratiquement. Oui, il a parfaitement raison, parce que notre gouvernement ne sait plus trouver les solutions aux problèmes des citoyens. Est-ce qu'il y a d'abord les moyens? Allez-y. Non, il y a les moyens. D'accord. Les moyens, ça se crée. Prenons le cas de l'évasion de nos cerveaux. Le seul moyen que l'État a trouvé, c'était de visser un peu. Alors, si on rentre un peu dans les années 60, l'Occident a envoyé les coopérants ici, non? Nous aussi, notre gouvernement, sachant que notre formation produit des jeunes compétents. C'est pour cela qu'il y a la demande. Au lieu de dire qu'on ferme la sortie des enseignants, moi j'aurais, à la place du gouvernement, dit ok, je vais former autant d'enseignants qu'il faut. Maintenant, au niveau du ministère des Relations extérieures, on doit développer la notion de coopérant. C'est-à-dire, comme pour les sportifs où il y a quand même un contrat qui se fait, le Cameroun devrait aussi faire le placement des enseignants. Au Canada, comme le Canada en fait la demande, le Cameroun doit former autant de médecins et en faire des placements. Mais qu'est-ce que nous on a trouvé comme solution? On a des investissements colossaux au niveau des écoles normales et on réduit, prenez l'école normale de Yaoundé, on dit 7 élèves par filière. Donc vous voyez que par rapport aux charges incompressibles liées au salaire des enseignants, à l'entretien des infrastructures, on forme à peine 30 personnes. C'est ridicule. On aurait dû maintenir le nombre, 50 ou 100 par filière, et après ça, maintenant, le Cameroun doit faire la demande à travers tous ces pays-là qui sont, en Europe aujourd'hui, il y a la baisse de natalité qui fait qu'ils sont dans le besoin des experts, de la ressource humaine partout. Voilà. Donc il fallait que le Cameroun commence à parler coopération. C'est-à-dire, le Cameroun peut envoyer des coopérants médecins, des coopérants ingénieurs, des coopérants maçons, des coopérants. Ça devait rapporter l'argent au Cameroun. Mais on laisse que les gens se débrouillent dans leur mer, ainsi de suite, ils arrivent. Après, maintenant, on dit revenez investir au Cameroun. C'est pas normal. Donc, si les gens commençaient à réfléchir solution, moi je pense que le problème de ressources humaines, là, le Cameroun pouvait vendre ses compétences à l'international. Ça, c'est un. Et de deux, il a parlé de la décentralisation. Sur ce plateau, on a échangé avec vous. Comment parler de la décentralisation lorsque vous avez un arrondissement qui a 16 000 km², la superficie d'une région. Et on veut, on veut qu'un sous-préfet résolve le problème d'un gouverneur. C'est le cas de Touboro. Oui. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est pour cela que nous, on a toujours plaidé pour la réorganisation des unités administratives à travers le pays. Voilà. Il paraît qu'il y a un découpage qui est en vue. Jean-Jacques.
Oui, ça n'a jamais été. Bon, on a promis ça aussi comme... Ça a été annoncé. Mais jamais réalisé. Ça a été annoncé par le ministre. Jamais réalisé. On attend que on ça a vu se des fasse. correspondances allant dans ce sens-là, Ouais, mais après on n'a pas eu un document montrant qu'il y a une véritable implémentation de ce découpage qui serait très important pour une décentralisation efficace. Certaines unités équitable. sont beaucoup trop vastes Et les populations ont même fait des moyens. propositions. Que les populations ont fait des propositions à la hiérarchie. Papa Bilowa, qu'est-ce qui bloque l'implémentation? Je ne suis pas à ce niveau de C'est responsabilité. dans le progressivement. C'est écrit, non? Mais vous êtes du RDP, c'est pas décideur. Alors, RDP, c'est un parti politique. Daniel présente le gouvernement comme en panne de solutions, en panne d'idées. Est-ce que ce n'est pas le résultat quand même de cette longévité? Il a 8 ans au moins, ce gouvernement. 8 ans, c'est un record. 8 ans au gouvernement. Ce gouvernement. Oui, c'est vrai que les gens, les Camerounais attendent le remaniement depuis quand? 2019. 2019. Oui. 2019. Donc, 7 ans déjà. 7 ans déjà que les Camerounais attendent. C'est pour ça que je vous ai dit que le président de la République lui-même, il a annoncé la formation d'un gouvernement. Par conséquent, les Camerounais le lui demandent. N'est-ce pas? On reste seulement dans les annonces. Alors on se demande, on se pose donc la question, qu'est-ce qui bloque le président de la République pour qu'il ne forme pas un gouvernement? Donc on a supputé les exigences des partenaires économiques, les exigences des partenaires diplomatiques. Donc vous semblez mettre ces exigences avant le règlement des questions camerounaises. Voilà. Mais les Camerounais sont même parmi ceux qui demandent des choses au président de la République. Vous pensez que le président n'écoute pas les Camerounais? Il les écoute très bien. Mais rien. Manifeste comment c'est une bonne question. C'est une bonne question. Moi, par exemple, dans les universités, oui. Les étudiants disent qu'on n'a pas Internet, on n'a pas ci, on n'a pas ça. L'écoute se manifeste donc comment? Oui. Tous les problèmes ne peuvent pas être réglés en même temps. S'agissant... Non, je vais... Parce que Daniel a dit un certain nombre de choses et j'ai l'impression qu'il n'a pas tort. Vous voyez, par exemple, quand j'étais vice-recteur à Yaoundé 2, le Bénin avait demandé à Yaoundé 2 de lui envoyer la liste de ses docteurs, tous ceux qui ont des doctorats en droit et en sciences économiques. Et le Bénin en a recruté certains. Vous voyez? Et la République de Guinée Sékou Touré, est venue au Cameroun et nous a demandé la liste des Camerounais qui ont des doctorats dans les disciplines scientifiques. Ça a été fait. Ça veut dire que la Guinée a recruté beaucoup de gens qui ont des doctorats dans les disciplines scientifiques, en biologie, en biochimie, en mathématiques, ainsi de suite, en sciences de la Terre, etc. etc. Il se trouve que je m'occupe de la coopération à Yaoundé 1. Et j'ai rencontré 2 responsables d'écoles d'ingénieurs de la RDC qui m'ont dit, nous avons besoin de scientifiques, des gens qui ont des doctorats en sciences, qui peuvent venir enseigner dans nos écoles d'ingénieurs. Et ils m'ont dit, est-ce que vous avez des Camerounais qui ont des doctorats en mathématiques, en physique, en chimie, en mécanique? On a dit oui, on en a. Donc j'ai envoyé l'un d'eux à Polytechnique et j'ai envoyé l'autre à la faculté de sciences. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des pays en Afrique qui ont besoin des gens que nous formons. N'est-ce pas? Et que par conséquent, on doit continuer à former les Camerounais parce que d'autres pays africains vont les utiliser. Et en les utilisant, le Cameroun va en profiter. Parce que si vous avez un Camerounais qui a un doctorat en physique et il est recruté par une école d'ingénieurs à Kisangani, à RDC, lui ne va jamais oublier qu'il a de la famille au Cameroun. Bien sûr. Le Cameroun, forcément, va en profiter. Donc c'est pour ça que je suis d'accord avec Daniel Madjibert. C'est-à-dire qu'on ne doit pas empêcher les Camerounais de se former, de faire des thèses.
Parce qu'au finish, c'est le Cameroun qui va en profiter. Donc ça doit se faire comme ça. En ce qui concerne les infrastructures sur les campus, vous savez que le gouvernement avait demandé aux universités de prendre la fibre optique, de s'abonner au numérique chez Camtel. Ce que les universités ont fait. Mais il se trouve que parfois, on n'a pas toujours ce qu'on demande. On n'a pas toujours ce qu'on demande. Camtel n'a pas donné ce que les universités ont demandé. Peut-être parce que Camtel n'a pas les moyens pour répondre à la demande. Vous voyez. Et donc, ce n'est pas Camtel seul qu'il faut accuser. C'est en fait tous les gouvernants qui sont responsables. Parce que, par exemple, quand j'étais vice-recteur à Yaoundé 2, pour que les étudiants puissent avoir accès au net, ils venaient s'accumuler au rectorat, c'est-à-dire autour du rectorat. Se connecter au Wi-Fi du rectorat. Oui, ils venaient se connecter au Wi-Fi du rectorat. C'est parce que le Wi-Fi... C'est moyenâgeux, ça. Parce que le Wi-Fi n'arrivait pas dans les établissements, à la faculté des sciences juridiques et politiques, à la faculté des sciences économiques et de gestion, etc. etc. Bon, donc, ce qu'il faut faire, il faut faire en sorte que le Wi-Fi puisse atteindre les étudiants et les enseignants partout où ils se trouvent sur le campus. Vous voyez, ça demande beaucoup de moyens. Mais ces moyens-là... En fait, c'est un problème technique et un problème également de définition de la quantité de la bande passante que l'université a besoin. C'est-à-dire, si l'université a évalué Yaoundé 1, si c'est 30 000 étudiants, et le relief de Yaoundé 1 voudrait qu'on positionne les antennes un peu partout, parce qu'il y a les hauts, les points hauts et les points bas. Il faut que ce travail-là de maturation de projet soit fait pour que les ingénieurs puissent dimensionner la solution qu'il faut pour Yaoundé 1. Mais si ce travail n'a pas été fait, et que on vient simplement, on dit, nous voulons ceci. Camtel fait une facturation, si les ingénieurs de Camtel ne posent pas suffisamment de questions, ils vont se dire, ok, peut-être c'est pour juste le besoin du rectorat. Et ils vont donc livrer une solution qui n'est pas appropriée aux besoins de l'université. Parce que il y a la prise en compte du relief, il y a la prise en compte du volume de transactions qu'il faut transporter. Et c'est ce travail-là de maturation de projet qui permet maintenant à Camtel d'offrir un service de qualité à l'université. Bon, maintenant, là, il y a une des solutions qui ont été apportées parce qu'on a construit sur tous les campus des universités d'État des centres du développement du numérique pour que les étudiants puissent y aller et avoir accès au numérique, etc. etc. D'accord. Mais là, il se pose encore un problème d'envergure. Parce que le centre du développement du numérique à Yaoundé 2 ne peut pas recevoir tous les étudiants de Yaoundé 2. Même si on disait que ce centre ne concerne que les étudiants de doctorat et de master, tous ne peuvent pas être satisfaits. D'accord. Il en est de même à Yaoundé, il en est de même à Tchang, à Douala, etc. Donc il faut beaucoup plus d'infrastructures pour répondre à ces besoins. D'accord. Bonsoir M. Zé, ainsi qu'à vos invités. Je pense qu'il faut un nouveau gouvernement, une politique sociale plus objective, des réformes pratiques et un contrôle permanent de l'action gouvernementale. Le vice-président, même plus actif, ne fera pas ce que le président n'a pas pu faire avec ce gouvernement en place. Il aura les mêmes blocages. Cordialement, Patrick depuis Strasbourg, c'est du côté de la France. Merci beaucoup Patrick d'être avec nous. Bonsoir. Avant de sanctionner, mettez à la disposition des Camerounais ce qu'il faut. Par exemple, le débat ordures, parler de la question des ordures. Un vice-président ou pas ne changera rien si les dirigeants ne font rien pour que le peuple soit à l'aise. Nous n'allons pas manger nos ordures, par exemple, indique-t-il dans cette sortie. Vous n'avez pas signé pour qu'on colle un nom à votre réaction. C'est très important. Bonsoir Jean-Jacques et à votre panel. Pour ma part, nous ne devons rien attendre de ce vice-président puisqu'il viendra finir le mandat du président, donc s'inscrire dans la continuité du système en place. On peut toujours dire que le président pense bien, mais son entourage
entourage fait défaut, mais ce ne sont que des excuses. Laisser prospérer la médiocrité, c'est être complice et accepter celle-ci. Le Cameroun souffre d'un très mauvais management. Malheureusement, il faut pour l'évolution du pays des Clotaire Oligui. Dylan qui envoie ce message-là. Clotaire Oligui, du nom du président actuel du côté du Gabon, très vu, très suivi sur les réseaux sociaux ces derniers temps, toutes ces sorties d'ailleurs. Bonsoir, l'institution d'un poste de vice-président du Cameroun est devenue un impératif de sécurité juridique et politique face au risque de voir des oligarches financiers s'emparer du pays. Ce rôle doit garantir la continuité de l'État et guider fermement son action. Aujourd'hui, la précarité a brisé notre sens du collectif au profit de l'individualisme de survie. C'est le résultat d'une politique qui a sacrifié la dignité intellectuelle du peuple pour privilégier la conservation du pouvoir. L'État doit cesser d'affaiblir ses citoyens et reprendre son rôle qui est de façonner l'avenir et préserver l'intérêt commun. Bonsoir à vous, monsieur, pour cette contribution. Est-ce qu'on aura... Il y a beaucoup d'autres contributions. Oh là là. En même temps, les appels. On va prendre pour qui on le dit, j'ai coulé beaucoup de larmes. Pourquoi est-ce que vous avez coulé beaucoup de larmes? J'ai coulé des larmes. Ma première fois de le voir, il est fatigué. Vous qui le voyez à la télé, on vous trompe. Les gens autour ne veulent pas dire la vérité aux Camerounais qu'il est déjà bien fatigué. Alors c'est certainement un Camerounais qui était au palais l'autre jour. Nous, on n'y était pas. Donc, il dit que ce qu'on montre à la télé nous trompe. C'est le folklore. Voilà, il semble avoir coulé des larmes de ce côté-là. Alors, il y a cet âge-là, naturellement, qu'on est fatigué. On ne dira pas le contraire. C'est avec beaucoup de joie que j'ai pris. Merci. J'ai appris votre bien nomination. Merci. Votre nomination à ce poste se traduit une preuve de récompense méritée. Vraiment, on parle du vice-président. S'il faut vous proposer là-bas. Merci. Vous avez été cache beaucoup de choses. Je vous avais été nommé où? Vous comprenez? Non, vraiment. Je ne savais pas qu'il avait été nommé. Il est le patron de Fortify. Ah bon? Oui. Félicitations. De l'information. Directeur de l'information. Jean-Jacques, si tu le permets, vraiment, je m'en voudrais. Dans le thème? Nous sommes dans le thème, bien sûr. Nous sommes dans le débat. Je m'en voudrais de partir d'ici sans vraiment adresser mes vives félicitations au ministre Motazé des Finances qui, n'est-ce pas, a pris cette initiative heureuse et même salvatrice, n'est-ce pas, avec l'opération Alpha, l'audit des allocations familiales, qui doit sauver une perte de 38 milliards de francs CFA par an. Il y a donc des ministres qui travaillent bien. Voilà. Il y en a. Ah, d'accord. Il y en a. Motazé, un exemple. Ah, oui, mais il y a également des cancres. D'accord. Voilà. Parlons de ceux qui travaillent. Alors, sur ce côté-là, sur le plan juridique et relativement aux institutions, ça va être difficile de supporter qu'on n'ait pas un vice-président. Oui, actuellement, avec les modifications qu'on a eues, c'est presque compliqué de vouloir fonctionner sans un vice-président. En réalité, sa nomination est même un impératif catégorique. C'est même urgent. Sauf si on va modifier la loi du Conseil constitutionnel pour pouvoir permettre aux institutions de respirer. Mais moi, je reste constant dans mon analyse et dans ma démarche, parce qu'il faut savoir que la nomination d'un vice-président pourrait apporter un souffle nouveau. Parce qu'il faut savoir que les Camerounais sont dans une situation d'espoir et ils s'accrochent à tout ce qui suscite de l'espoir. Et la nomination d'un vice-président aujourd'hui suscite de l'espoir, parce que la Baye Amselam qui est au marché, la petite colboxeuse, elle a espoir que peut-être si on nomme un vice-président, peut-être sa condition de vie peut changer. Oui. Peut-être le manque d'eau peut être résolu, peut-être l'abondance des poubelles peut trouver une solution. C'est dans cette dynamique qu'on se retrouve aujourd'hui. Et quand vous observez également, vous avez l'impression que la nomination d'un vice-président, moi j'ai l'impression que ça pourrait apporter une nouvelle dynamique, parce que quand vous lisez bien la Constitution, le vice-président est capable de faire un remaniement ministériel. Oui. Le vice-président est capable de faire un remaniement ministériel une fois que le président lui délègue les pouvoirs. Ça veut dire qu'il est capable de vous dire que je ne veux plus voir les ordures à Yaoundé. Et le lendemain, il voit les ordures, il parle aux 17h. C'est pour ça également qu'il faut un vice-président, j'insiste, avec délégation des pouvoirs. Parce que dans la nouvelle modification de la Constitution,
on donne la possibilité au président de la République, et ça c'est une innovation, de déléguer son pouvoir, qui est différent de la délégation de signature. Je dis bien, on donne la possibilité au président de pouvoir déléguer son pouvoir. Ça veut dire qu'il est capable de nommer un vice-président. Mais c'est à plusieurs acteurs. Oui, c'est à plusieurs acteurs, mais le vice-président y figure. Oui. Compte tenu déjà de l'envergure de son positionnement, s'il a également une délégation de pouvoir, je pense qu'il va, ou alors il pourrait amener les ministres à véritablement travailler, parce qu'il faut aussi relever ici aujourd'hui que on a l'impression que l'État fonctionne en mode gestion des affaires courantes. Quand vous êtes Camerounais, vous le percevez même dans le fonctionnement des institutions. Pourquoi? Parce que quand même, quand votre patron vous dit qu'il va faire le mouvement très bientôt, en réalité, vous n'êtes plus dans une logique à long terme, parce que vous ne savez pas si demain on va vous remplacer ou pas. Et c'est dans cette situation que la plupart des ministres et DG se retrouvent aujourd'hui. Donc vous comprenez que le président doit faire son remaniement ministériel et nous donner un vice-président. Et nous aurons donc la possibilité de juger s'il était utile ou pas d'avoir un vice-président au Cameroun. D'accord. Allez-y, professeur. Oui, je suis d'accord avec Stéphane Menouga. Me référant au président lui-même, avant l'élection présidentielle, il a dit qu'il consacrerait ce septennat aux jeunes et à la femme. Donc, ce serait bien que le vice-président soit un jeune, soit une femme. Soit un jeune, soit une femme, c'est-à-dire quelqu'un qui est loin de l'âge du président, n'est-ce pas? Qui est dynamique. Qui serait plus jeune que le président, au moins de 4 décennies. Donc quelqu'un qui aurait 40 ou 50 ans. Ça serait compréhensible. On comprendrait là que il y a une tentative de dynamisation du pouvoir. C'est ça. Donc le président, s'appuyant sur ce que lui-même il a promis aux Camerounais, pourrait nommer soit un homme, soit une femme de 50 ans ou moins de 50 ans, comme vice-président. Et il pourrait aussi nommer des ministres qui sont dans cette fourchette d'âge. Ça ne veut pas dire que, comme lui-même il a dit, qu'on va mettre à la retraite tous ceux qui ont plus de 50 ans. Non, parce qu'il y a aussi des critères d'expérience, des critères d'honnêteté, des critères d'assiduité au travail, etc., etc. Mais on peut avoir un gouvernement qui aurait les jeunes, les femmes et les anciens, n'est-ce pas? Ce serait très bien. Donc le président est entouré d'un océan de compétences. Ce ne sont pas les compétences qui manquent. Il est entouré de... Il est submergé par les compétences. Il a même l'embarras du choix. Il a même l'embarras du choix. Ça ne peut pas être un motif de blocage. Ça ne peut pas être un motif de blocage. Quelle que soit la direction qu'il prend, il y a des jeunes et des femmes. Là, vous répondez aux Camerounais qui appelaient tout à l'heure et qui disaient que vous avez l'impression que votre champion n'a pas pu trouver quelqu'un pour le remplacer et vous partir. Non. C'est pas ça. Si le président veut trouver un vice-président, il va le trouver dans les minutes qui suivent. D'accord. Bonsoir Jean-Jacques Zé. Pour aller dans le même sens que Paul Stéphane, la venue du vice-président dans le contexte actuel va non seulement faire disparaître définitivement les hautes instructions, mais va également faire tomber la délégation permanente de signature qui fait des soupçons, des abus et parfois des jaloux. Par ailleurs, le vice-président est attendu comme un messie à juste titre, car quand on a dépassé 70 ans et qu'on soit toujours en vie, selon les Saintes Écritures, on bénéficie de la grâce. Par conséquent, la dite grâce peut lui être retirée, d'où l'urgence de la vice-présidence. À cela, on ajoute manifestement l'incapacité à se mouvoir, et le comportement complice de la science civique qui confirme que la situation est davantage critique. Hubert Volo, le citoyen actif du Cameroun, Daniel, l'âge est évoqué, la compétence est évoquée, l'âge du président de la République, et par conséquent on dit la fatigue, ne plus être capable de se mouvoir, un peu comme quelqu'un cité au Lingui, qui saute sur tous les chantiers du côté du Gabon. Et c'est viral. Oui, mais il danse, il marche, il donne des instructions. Il a de l'énergie. Voilà, ça fait rêver un peu. Oui, ça fait rêver. Et puis à la suite de ce que Stéphane a dit, je voudrais également ajouter que
l'arrivée d'un vice-président permet de rassurer également les investisseurs. Oui, oui, c'est un élément très Oui, important. très important. Aujourd'hui, n'importe... le prof disait que le Cameroun travaille avec des partenaires. Ces partenaires-là veulent anticiper. Ils veulent avoir une lisibilité claire pour voir que sera le Cameroun demain, après-demain. Or, la situation... Les instituts de notation ne donnent pas forcément des éléments favorables au Cameroun dans le contexte actuel. Dans le contexte actuel, on ne peut pas. Parce qu'on ne sait pas, est-ce qu'on va travailler avec le président du Sénat? Est-ce qu'on va travailler avec le président de l'Assemblée nationale? Est-ce qu'on va travailler avec un vice-président qui va arriver in extremis et dont on ne connaît pas? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de vide? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de vide? Et donc, pour rassurer les investisseurs et rassurer aussi les Camerounais, il nous faut ce poste de vice-président. Il peut venir l'opposition aussi? Bien sûr. Je vous ai dit que le Cameroun connaît tous les Camerounais. Le président, il a les ressources qui le permettent de connaître qui est qui. Non, ça peut plus être Bello Bouba, il est quand même aussi. Non, j'ai dit tous les Camerounais. J'ai dit tous les Camerounais. Le président a 93, il aura bientôt 94 ans. C'est pour ça que j'ai dit un vice-président qui serait plus jeune que le président, au moins de 4 décennies. D'accord. Oui, on est dans la fourchette de 50 à 55 ans. Maxi. Oui. Voilà. Ça, c'est un porteur robot. 55 ans, c'est bon. C'est un porteur robot suite à l'annonce du président qui dit certainement des jeunes et des femmes. Mais sinon, qui a 80 ans. Si le président veut un vice-président qui ne fera pas en campagne, en ce moment-là, il peut bien choisir un vice-président qui a entre 60 et 70. Il peut même choisir son fils, non? Il peut même choisir. Oui, son fils est dans la fourchette décrite par le prof. Il est dans 50. Oui. Donc, monsieur, l'objectif, c'est de qu'est-ce que le président veut. Il veut un collaborateur ou il veut quelqu'un qu'il va positionner comme successeur. S'il veut positionner quelqu'un comme successeur, en ce moment-là, 40 ans, 50 ans, comment on va dissocier les deux dans le contexte actuel? Est-ce qu'on va dissocier le collaborateur et celui qu'on veut positionner? Vous avez dissocier le contexte, il a indiqué, même la loi, il a indiqué que là, c'est quelqu'un qu'on va positionner. Il y a un téléspectateur qui a dit que le président a besoin d'un collaborateur. Et en ce moment-là, ça veut dire qu'il connaît qui est qui. D'accord. Pour sortir l'émission. Il y a des compétences, Jean Charzé. Il y a des compétences, oui. n'est-ce pas? Il y a par exemple le Camerounais, monsieur Philémon Yang. Il a fait ses preuves. Il a quel âge aussi? Il a fait ses preuves aussi bien comme Premier ministre et même au-delà. Notamment l'Organisation des Nations Unies. Nous avons vu monsieur Yang, n'est-ce pas, en action, en fonction. Sur le plan international. Il a été convaincant. Oui, il y a également madame Annie Noël Baou qui est pressentie pour être vice-présidente de la Banque africaine de développement. Oui, les compétences sont légion au Cameroun. D'accord. Voilà, même ici sur le bateau, il y a un problème d'âge qui va se faire. Si on prend maintenant les gens qui ont 70 ans, le professeur est honnête. Il dit qu'il faut quand même nous cinquantenaires. Le président, quand même, ça pose un problème. Je pense qu'il faut qu'on donne aussi la place aux cinquantenaires et aux gens qui ont la quarantaine. Voilà. Et là, maintenant, c'est ce qu'on va. Un an. Non. Il ne s'émettira pas. Le prof a dit qu'il y a un enseignant ici. Je suis en train de le tuer. Oui. Je suis en train de le tuer. C'est comment ça marche au Ça ne marche pas comme ça. D'accord, professeur. On vous dit merci, monsieur, d'être venu échanger avec nous autour de cette question du vice-président de la République. Est-ce que c'est le Messie attendu? Pourquoi tant d'intérêt porté sur le vice-président? Est-ce que c'est sur le plan juridique, constitutionnel ou sur le plan de l'efficacité du travail? Vous avez été nombreux à participer. Vous êtes encore nombreux à envoyer les messages. On vous programme l'acte 3 sur la question justement des nominations demain lorsqu'il sera 17h. Très bonne soirée à tous.